Avant de commencer cette histoire insensée, je vous demande votre aide pour un détail. Laissez un « j'aime » sur la vidéo et commentez n'importe quoi en dessous, ça peut être littéralement un « salut » ou un emoji, enfin n'importe quoi. Cela aide beaucoup à susciter l'intérêt et permet à davantage de personnes de découvrir ce contenu, je compte sur vous. Bon, trêve de bavardage, commençons cette vidéo. Odin est considéré par tous comme un pauvre loser et un jour, il est transféré à l'Académie Santo, une école complètement dominée par les animaux, précisément les êtres qu'il déteste le plus. Cependant, lorsqu'il se rend compte que la seule femme humaine de l'école, Aritom, ne montre aucun intérêt pour lui, Odin commence à attirer l'attention de plusieurs filles animales qui semblent disposées à s'amuser à leur guise. Tout commence lors de son premier jour de classe, lorsqu'Ojin participe à l'assemblée scolaire. L'événement est un véritable chaos et le visage d'Ojin finit par devenir la cible de moqueries. Irrité, il décide de riposter et lance un fruit en représailles. Mais sans le vouloir, il touche en plein dans le mille Anka, une jeune louve. Furieuse, Anka tente de riposter, mais rate sa cible et vole directement vers l'aquarium du directeur. À ce moment-là, le directeur adjoint apparaît et menace de dévorer tout le monde si l'ordre n'est pas immédiatement rétabli. Dès que les élèves se sont organisés, le directeur tente de faire un discours, mais l'aquarium se brise et Anka en profite pour en faire son jouet, mordant les morceaux de verre comme s'il s'agissait d'os. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Ojin soupire de fatigue et souhaite du fond du cœur que tous les animaux disparaissent. Juste pour qu'il puisse avoir un peu de paix et de tranquillité. À la cantine, les options ne sont pas très réjouissantes, seulement de l'herbe ou de la viande crue. N'ayant pas le choix, Ojin prend une portion et cherche un coin tranquille où s'asseoir. Le problème, c'est que la table qu'il choisit appartient justement à Anka, qui, voyant immédiatement le loup, pensant qu'il essaie de voler sa nourriture. Pour éviter tout malentendu, Ojin lui offre sa viande en signe de paix. Satisfaite, Anka annonce qu'à partir de ce moment, Ojin fait partie de son groupe. Essayant d'ignorer la situation, Ojin dévore sa propre nourriture. Mais Anka n'arrête pas de le déranger, allant même jusqu'à lui lancer un os pour jouer à aller chercher. Soudain, Hitom, la seule femme humaine de l'école, apparaît et demande poliment à s'asseoir à côté d'Ojin pendant le déjeuner. Et Ojin accepte sans hésiter. Hitom explique qu'elle a apporté son propre repas de la maison, car le menu de l'école mettrait certainement sa vie en danger. Ils rient tous les deux, et pendant un instant, Ojin se sent heureux, souhaitant même que tous les autres animaux disparaissent, pour qu'il puisse rester pour toujours aux côtés de Hitom, mais la tranquillité ne dure pas longtemps, et Anka revient, fixant Hitom du regard, lui disant que si elle veut vraiment rester avec Jin, elle devra se battre pour lui. Désespéré, Ojin tente de protester, mais Hitom comprend tout de travers et s'excuse, s'enfuyant en courant pour ne pas déranger. Dévasté, Jin tente de s'expliquer, disant qu'il n'a rien à voir avec la meute de chiens de Anka, et la louve offensée rétorque immédiatement qu'elle n'est pas une simple chienne, mais une vraie louve. Ojin, ne manquant pas l'occasion de la taquiner, répond que même si elle est une louve, elle reste seule, sans meute à elle. Et quand Anka perd patience, Ojin prend une profonde inspiration et explique calmement qu'il n'est qu'un humain. À l'école, chaque espèce ne fréquente que ses semblables, ce qui signifie en théorie qu'ils ne pourraient pas être amis. Mais Anka insiste sur le fait que ce n'est pas vrai, et elle révèle qu'il y a de nombreuses années, un humain l'a sauvée, alors qu'elle n'était qu'un petit et qu'elle avait été attaquée par des ours, et que personne de sa propre meute ne l'avait défendue. Et c'est alors que le garçon est apparu et a essayé de la protéger, ce qu'aucun des siens n'avait fait pour elle. Anka avoue que depuis ce jour, elle croit qu'il est possible de former une meute composée de différentes espèces. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle change d'avis, demande à Ojin d'oublier tout cela et s'enfuit en courant. Plus tard, Ojin se souvient des paroles de Anka et se rend compte qu'il était lui-même le garçon qu'elle avait sauvé ce jour-là, mais qu'il avait finalement été battu par les ours et qu'il détestait les animaux depuis lors. Comme Anka insiste pour lécher ses blessures, même lorsqu'il lui demande d'arrêter, Ojin en conclut qu'il ne pourra jamais vraiment cohabiter avec d'autres espèces. Le lendemain, pendant le déjeuner, Hitomi réapparaît pour le saluer. Et ils finissent par sortir ensemble. Elle lui fait part de son idée de créer un cours de cuisine. Jin loue la proposition et bientôt, ils rient tous les deux, jusqu'à ce que Anka surgisse soudainement pour défier Hitomi dans un combat pour lui. Jin, irrité, demande à Anka de s'éloigner, car il est en train de discuter avec Hitomi. Et la louve, méfiante, lui demande s'il a conclu un pacte avec l'humaine. Lorsque Jin déclare fermement qu'il est en train de monter un club de cuisine avec Hitomi, Anka s'en va, triste et la tête basse. Plus tard, Ojin aide Hitomi à porter quelques ustensiles de cuisine, quand il se rend compte que Anka sert de mule de bâtiment à une fille cheval nommée Kuro. La scène provoque des rires dans toute l'école, car Anka semble fragile et pathétique, jusqu'à s'évanouir à cause du poids. À ce moment-là, Kuro lève son fouet pour la forcer à se relever, mais Hitomi s'interpose et lui demande d'arrêter, en lui rappelant qu'on ne doit pas traiter ses amis de cette manière. Kuro, cependant, réplique avec mépris en disant que Anka a elle-même supplié d'entrer dans son troupeau.
et qu'elle n'avait accepté sa présence qu'à condition qu'elle travaille comme porteuse. Même épuisée, Anka sourit et demande à Hitomi de ne pas s'inquiéter, car cela faisait partie de son travail. Mais en déclarant qu'elle préférerait être dans une Alcatel aux côtés de Jin, elle suscite la colère de Kuro. Anka dit que, même si elle connaît bien la solitude, elle est heureuse de croire que Jin peut être dans une meute avec l'humain. Et ces mots touchent profondément Jin. Kuro, en revanche, est furieuse et tente de punir Anka, mais Jin intervient, se plaçant devant elle avec une expression sérieuse et irritée. Kuro exige de savoir quel est son problème. En regardant Jin droit dans les yeux, Kuro décide immédiatement d'expulser Anka de sa meute, affirmant qu'elle n'a jamais eu ce qu'il fallait pour être digne d'un cheval noble. Lorsque Jin demande qui lui a donné la permission de parler ainsi, les sbires de Kuro révèlent qu'elle est en fait une espèce rare de cheval rayé. Mais l'image de supériorité de Kuro commence à s'effriter lorsque Jin explique à haute voix que les zèbres appartiennent en réalité à la même famille que les ânes. En voyant quelques ânes à proximité, Kuro est en total déni, insistant sur le fait qu'il n'y a aucun moyen de prouver cela. Alors, sans détour, Jin soulève sa jupe et expose sa queue, qui n'a des poils qu'à l'extrémité, exactement comme celle d'un âne. Humiliée, Kuro s'enfuit, honteuse, tandis que Anka regarde Jin comme un véritable héros. Cependant, il regarde Loba, qui s'enfuit également, honteuse. Plus tard, Hitomi trouve Anka cachée dans un coin de l'école. Mais Loba affirme qu'elle n'a besoin de la compassion de personne. À ce moment-là, 3 ours apparaissent, curieux de savoir quel goût aurait Hitomi. Anka, sans réfléchir, se place devant son amie pour la protéger. Et les ours éclatent de rire, lui demandant pourquoi elle se donne tant de mal. Déterminée, Anka répond que c'est parce qu'elle voulait faire partie d'une meute avec Jin. Et les ours se moquent d'elle, la traitant de pathétique, et attrapent Hitomi. Alors que la situation est sur le point de dégénérer, Jin arrive et pulvérise du spray anti-ours sur eux. Anka court vers lui et l'embrasse, soulagé, mais l'un des ours se ressaisit et les frappe, expliquant qu'il suffit de se rincer les yeux pour se débarrasser de l'effet, et l'ours avance, prêt à attaquer. Mais Anka réveille son instinct sauvage et passe en mode loup, sautant pour protéger Jin. Malheureusement, l'ours la renverse facilement, comme si elle n'était qu'un insecte, mais heureusement. Jijitsu apparaît à ce moment-là, et la menace est d'exterminer les ours et de ne pas reculer. La menace est si grave que les 3 s'enfuient, terrifiés, et après l'affrontement, Hitomi court vers Jin et Anka pour vérifier qu'ils vont bien. En remarquant la proximité entre les deux, Anka décide de s'éloigner discrètement. Mais avant de partir, Jin la remercie pour son aide, à sa grande surprise, accepte d'entrer dans sa meute. Ému, Anka saute sur Jin et le couvre de baisers jusqu'à ce que son visage soit trempé de salive de loup. Jin tente d'expliquer à Hitomi que ce n'était pas ce qu'il semblait, mais Anka saute également sur l'humaine, lui donnant un baiser bien baveux pour lui souhaiter la bienvenue dans la meute. Le lendemain, Jin pose une condition. Anka devra prouver qu'elle est capable de cuisiner quelque chose de vraiment savoureux. Sinon, elle sera exclue du club de cuisine. Soudain, Komori, une fille koala, qui veut aussi entrer dans le club. Jin rétorque en rappelant que les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus et Komori confirme, mais révèle que c'est justement pour cette raison qu'elle voulait essayer quelque chose de différent. Jin pense qu'il s'agit seulement de curiosité, mais Komori explique qu'en réalité, elle essayait de retrouver un goût spécial qu'elle avait goûté quand elle était plus jeune. Le problème, c'est que cela fait si longtemps qu'elle ne se souvient plus exactement de quel plat il s'agissait. Et Hitomi suggère qu'un membre de sa famille pourrait peut-être l'aider. Mais Komori raconte que lorsqu'elle a demandé à sa mère, elle a réagi violemment et a refusé de lui donner le moindre détail. Et lorsque Jin autorise sa participation, Komori prend les ustensiles sans hésiter, et commence à couper, hacher et faire frire, jusqu'à ce qu'elle finisse par transformer les feuilles d'eucalyptus en une sorte de pâte crémeuse. À la grande surprise de Jin et Hitomi, le plat préparé par Komori est incroyablement savoureux. Même Anka met son orgueil de côté et goûte le plat avec appétit. Jin, cependant, se rend compte que son plan consistant à utiliser le test comme filtre pour écarter les nouveaux membres a lamentablement échoué. Hitomi suggère alors qu'ils aident Anka à se préparer pour le test culinaire, car elle n'avait aucune expérience. Jin est réticent, mais finit par accepter lorsqu'Anka le regarde, avec une demande sincère d'aide. Komori demande à Hitomi si elle ne se soucie vraiment pas de la proximité entre Anka et Jin, car il n'y a pas d'autres humains à l'école et qu'ils devraient clairement former un couple. Hitomi s'empresse de préciser que Jin n'est qu'un ami et le traite même de moche, le faisant presque pleurer de frustration. Face à cela, Komori en conclut que Jin et Anka ne peuvent être qu'un couple d'espèces différentes. Jin, désespéré de se sortir de cette situation, décide de renverser la situation, et dit que Anka peut cuisiner comme elle le souhaite, car tant qu'elle le fait avec amour, le résultat sera toujours délicieux. Ingénieuse, Anka le croit immédiatement et commence à cuisiner avec toute sa passion, s'attaquant aux légumes comme si elle était au combat. Le résultat est un plat si grotesque qu'il a dû être censuré, pour ne pas traumatiser les téléspectateurs. Malgré tout, Jin insiste sur le fait que ce résultat était le pur amour de Anka, et propose aussitôt un défi à Komori.
si elle veut vraiment rejoindre le club, elle devra manger tout le plat. Et les filles sont choquées et demandent pourquoi. Mais Jin répond qu'il ne peut pas accepter de membres exigeants, car tout le monde devra goûter les plats des autres. Enthousiaste, Anka et sa tante même de faire goûter cette abomination culinaire à Jin. Mais il refuse désespérément. Pendant ce temps, Komori commence à douter d'elle-même, tandis que Hitomi en profite pour prendre une photo de cette rareté gastronomique, digne d'un masterchef. Mais soudain, Komori remarque quelque chose de familier dans ce bout, et, prenant son courage à deux mains, elle prend une bouchée, et annonce que c'est exactement le plat qu'elle recherchait. L'explication est surprenante. Les enfants koalas doivent se nourrir de feuilles d'eucalyptus déjà digérées, directement dans l'intestin de leur mère, car cela leur permet de développer les toxines nécessaires à leur survie. De manière choquante, Komori continue à manger le plat comme s'il s'agissait d'un mets rare. Impressionné, Hitomi déclare que Komori et Ranka ont toutes deux réussi le test. Mais leur joie est de courte durée et les deux filles, enthousiastes, essaient de faire manger le même plat dégoûtant à Jin et Hitomi. Mais ceux-ci refusent avec horreur. Dehors, observant la scène d'un œil inquiet, apparaît Sora, une étrange fille qui est en partie chat. Plus tard, Hitomi dit qu'elle aimerait se rendre au club des légumes pour demander quelques provisions et tout le monde est d'accord avec cette idée, y compris Sora elle-même, qui avait été en train d'espionner. Komori la reconnaît immédiatement. Sora était triple championne du concours Miss féminine de l'école, surpris. Tous lui demandent ce qu'elle fait là. Sora répond qu'elle n'était pas intéressée par le club. Mais Jin, méfiant, insiste pour qu'elle s'en aille. Sora, cependant, émet un grognement hypnotique, qui fait que Komori et Hitomi se désolidarisent de Jin et acceptent la chatte comme invitée. Furieux, Ranka et Jin ne sont pas affectés, ce qui intrigue beaucoup ce dernier, ne comprenant pas ce qui se passe. Au club des légumes, le chef, un sanglier, explique qu'il ne peut rien fournir, car quelqu'un venait voler ses récoltes. Cependant, comme le sanglier a une mauvaise vue, il ne pouvait pas identifier les voleurs, même s'il s'agissait de ses propres collègues du club. Hitomi essaie de trouver une solution, mais Sora prend les devants. Elle s'approche du sanglier et utilise son étrange pouvoir de manipulation mentale. Le tour de passe-passe convainc non seulement le chef, mais aussi les voleurs, qui avouent immédiatement leur crime. Furieux, le sanglier expulse les délinquants du club, les renvoyant sans pitié. Lorsque le groupe retourne au club de cuisine, Sora a fini par voler toute l'attention d'Hitomi et de Komori, tandis que Ranka s'en rend compte avec indignation, car elle est devenue la Sakura du club. Ce personnage secondaire qui n'a pas beaucoup d'évolution et que personne ne prend au sérieux. Mais peu après, Sora s'approche de Jin et lui demande s'il est le petit ami de Ranka. Jin nie immédiatement, mais la fille approche son nez du sien, et explique que c'est ainsi que les chats se saluent. Juste après, elle rassemble tout le monde et suggère d'abandonner le club de cuisine, pour créer un nouveau club avec elle, le club Soneka. À la grande surprise de Sora, son hypnose féline ne fonctionne pas. Tous les autres membres refusent la proposition sans hésiter, car leur amour pour le club de cuisine était né bien avant son arrivée. Déçu que son charme ne fonctionne pas, Sora reste atone. Et Jin, impatient, lui ordonne d'aller dormir seule. Irritée, Sora se retire en disant qu'elle n'a jamais vraiment voulu rejoindre le club. Hitomi, cependant, est triste d'avoir perdu une membre potentielle. Le lendemain, Ranka semble enthousiaste et annonce à Jin qu'elle a trouvé une nouvelle candidate pour le club, alors qu'elle est Lulambi contre son gré lorsqu'ils arrivent dans une salle de classe. Jin pense qu'il se trouve face à un cadavre, mais Ranka lui présente la fille. Il s'agit de Miyubi, un paresseux qui survit en mangeant sa propre mousse. Lorsque Ranka demande si Miyubi peut rejoindre le groupe, Jin refuse immédiatement et tente de partir. Mais à ce moment-là, un professeur dinosaure apparaît, qui les oblige à emmener le paresseux jusqu'au dortoir, car les amis doivent s'entraider. Il dit qu'il va les écraser et les oblige à obéir. Et Miyubi essaie de se déplacer au ralenti, mais s'évanouit sur le sol avant d'avoir pu faire un pas. Frustré, Jin la porte jusqu'à son lit et tente de partir. Mais Ranka le convainc de l'aider et amène la fille au club le lendemain. Jin, incrédule, fait remarquer que les paresseux se nourrissent à peine et que ce serait une torture de la faire cuisiner. Déterminé, Ranka commence à déshabiller Miyubi, prétextant qu'elle avait demandé à prendre un bain. Jin essaie de se convaincre qu'il ne se soucie pas de voir des animaux sans vêtements, mais la situation le met mal à l'aise. Lorsque Ranka part chercher du savon, Jin se voit obligé de s'occuper de Miyubi dans le bain. Et, craignant qu'elle ne se noie, il l'aide à se laver. N'ayant pas d'autre choix, il fait le travail. Dehors, Sora observe la scène, saignant du nez à force d'espionner. Une fois terminé, Miyubi active sa vitesse 8x, surprenant même Jin. Et elle lui sert une tasse de thé en guise de remerciement. Elle révèle que Ranka lui avait dit que le club était plein de gens gentils. Et c'est pourquoi elle a cru qu'elle ne serait enfin plus seule. Mais dès qu'elle exprime sa joie, la paresseuse s'évanouit à nouveau, épuisée. À ce moment-là, Ranka revient, accompagnée de Hitomi et Komori, et les deux trouvent la scène étrange, et plaisantent sur le fait que personne ne pourrait résister à une fille sans vêtements.
Jin, acceptant son destin, annonce que Miyubi pourra rejoindre le club. Après tout, cela rendrait Hitomi heureuse, et les filles font la fête. Mais Jin appelle bientôt Sora pour qu'elle sorte de sa cachette. Mais celle-ci insiste sur le fait qu'elle ne faisait que passer par là pour faire une sieste. Jin rétorque en affirmant qu'elle laisse toujours transparaître ses véritables intentions, même lorsqu'elle essaie de les nier, et Sora, gênée, s'enfuit à nouveau en courant. Le lendemain, au club, Hitomi arrive avec une bonne nouvelle. Ils ont reçu une importante livraison de légumes du président, qui leur a même garanti la priorité dans le choix des meilleurs produits. Peu après, Ranka commente avec Jin qu'il y aura peut-être un nouveau membre dans le club. Et à ce moment-là, tout le monde remarque la queue de Sora qui espionne par la fenêtre, comme si elle surveillait de loin. Peu après, le groupe se réunit pour goûter un curry préparé avec les légumes qu'ils ont reçus. Mais Miyubi, qui n'était pas habituée à ces nouveaux aliments, finit par s'évanouir de manière spectaculaire au milieu du repas, donnant l'impression qu'elle était morte à nouveau. Le lendemain, pendant l'assemblée, Miki, présidente du conseil des élèves, demande à tous les élèves de signaler toute relation contre nature entre les espèces. Elle prévient qu'il y avait déjà des indices selon lesquels certains groupes commettaient ce type d'acte interdit. Et après son discours, Miki retourne dans son repère. Là, elle enlève son uniforme et rejoint ses serviteurs, un groupe de rats-taupes nus qui la vénèrent comme leur reine. Miki se confie, disant qu'elle se sent humiliée de devoir porter des vêtements devant les autres. Mais les rongeurs lui assurent qu'ils n'ont rien vu de grave. Miki demande ensuite un rapport sur les activités du club de cuisine. Les rats-taupes commencent à montrer des vidéos secrètes, montrant des images de Hitomi poursuivies par la caméra sous sa jupe. Après avoir enregistré un nouveau décès de Miyubi, il montre ensuite Komori à la recherche de nouvelles saveurs, jusqu'à ce qu'elle admette que la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais mangée était les déchets de sa propre mère. L'un des rats souligne également que Sora est en quelque sorte un membre fantôme, mais prévient qu'elle pourrait être une chatte et qu'elle représente un danger. Miki réfléchit à la façon dont ce groupe si impur s'est formé au départ, et exige des informations sur Jin et Anka. Les rats l'avertissent que son cœur pourrait ne pas supporter le choc, mais Miki insiste. Quand elle voit les images de Anka léchant le corps de Jin, la présidente Mao parvient à rester debout, et déterminée, elle déclare que la véritable source de Mao était Jin, l'accusant d'avoir tenté de créer un arbre à plusieurs espèces. Elle ordonne à ses subordonnés de rassembler des preuves concrètes. Plus tard, les rats filment Jin en train de cuisiner seul avec Hitomi. À un moment donné, il demande de la concentration et commence à rêver éveillé, mais bientôt Anka apparaît et lui lèche le visage. Jin, nerveux, tente d'expliquer que Hitomi est le membre le plus important du club. Mais Anka s'énerve et commence à lécher Hitomi elle-même. Jin s'empresse de l'éloigner, mais avant que la situation ne s'aggrave, un groupe de lions apparaît et exige soudainement de savoir qui est Jin. Quand il leur demande ce qu'elles veulent, les lions l'attrapent et essaient de l'emmener de force. Anka proteste, affirmant qu'il était son partenaire, mais elle est également emmenée contre son gré. Peu après, ils sont amenés devant le lion qui dirige l'école, le roi. Et Jin tente de confronter le Mufasa à petit budget pour comprendre la situation. Mais Anka, comme toujours, l'empêche avec ses commentaires inopportuns. Les lions tentent de les maîtriser, mais le roi ordonne qu'ils soient relâchés, car il pense que Jin est exactement le genre d'homme qu'il recherchait. Il demande ensuite à Jin de l'accompagner jusqu'à son trône, tandis que les lions transportent un énorme sac. À l'extérieur, le roi montre à Jin une impale appelée Shinro. Elle pratiquait des sauts impressionnants et Jin, perplexe, lui demande ce qu'elle avait de si spécial. Le roi avoue alors qu'elle était la partenaire qu'il désirait. Jin rappelle au roi qu'il est un lion et que cette relation serait donc contraire aux règles. Mais le roi rétorque que c'est justement parce que Jin a déjà une relation entre espèces qu'il voulait son aide. Anka, enthousiaste, propose son aide sans hésiter, mais Jin tente de la faire taire. Les lions en colère battent Jin jusqu'à ce qu'il soit tout faible, tandis que King implore ses conseils amoureux. Plus tard, tout meurtri, Jin prévient King que Miki commençait à persécuter sévèrement toute relation, ou contre nature, mais le lion assure que ses sentiments étaient sincères et venaient du cœur. Curieux, Jin demande ce qui l'a fait tomber amoureux et King raconte alors que quelques jours auparavant, il était affamé. En attendant son déjeuner, quand il a regardé dehors, il a vu Shinro et à cet instant, ce fut le coup de foudre. Jin commente que ce n'était qu'une fin mal interprétée. Mais King insiste sur le fait que ses sentiments étaient bien plus profonds. En entendant cela, Anka lui demande s'il a déjà déclaré sa flamme à Shinro et King répond avec regret qu'il avait essayé plusieurs fois, mais qu'il n'avait jamais réussi à échapper à son propre harem pour la retrouver seule. Jin perd patience et exige que King aille la voir en personne. Intrigué, Jin demande également comment le lion avait réussi à rassembler un harem en premier lieu. C'est alors que King explique que sa seule fonction est de vaincre les autres lions qui tentent de s'emparer de ses femelles. Curieux, Jin demande aux lions si elles étaient là uniquement pour la force du chef, et elle révèle que non. En réalité, c'était la magnifique crinière du roi qui les rendait folles. Et que s'il perdait ses poils, elle l'abandonnerait immédiatement au profit d'un autre mâle. Avec cela à l'esprit, Jin renforce sa demande.
Le roi devait chercher Shinro seul, à contre-cœur, le roi se retient et part accompagné de son armée. Et Anka se demande si le plan fonctionnera vraiment. Mais Jin la rassure en lui disant que le lion était voué à l'échec. Et, en effet, lorsque le roi tente enfin de s'approcher de Shinro, il ne parvient qu'à l'effrayer, car elle le regarde comme s'il s'agissait d'un repas appétissant. Voyant cette tentative désastreuse, Jin conclut qu'une relation entre des espèces différentes ne pourrait jamais fonctionner. Le lendemain, Jin conseille à King d'abandonner. Mais le lion fond en larmes à l'idée d'être rejeté. Soudain, un autre lion apparaît et défie King. Utilisant Shinro comme otage, il exige un harem de son rival et l'échange contre la sécurité de l'impala. Mais King refuse de les livrer. Peu après, 3 autres lions apparaissent pour attaquer le chef. Cependant, lorsque l'un d'eux se vante d'avoir déjà dévoré Shinro, King entre dans une rage totale, presque comme s'il était un super Saiyan, et bat tous ses ennemis en quelques secondes. Il affronte ensuite le Challenger qui tient toujours Shinro et menace de l'attaquer. Mais, à la surprise générale, le roi utilise ses propres griffes pour arracher la crinière de son bien-aimé. Et il déclare que sans ses cheveux, son arène l'abandonnerait. Et, en effet, les lions s'en vont immédiatement, le laissant seul. Libéré du poids de sa position, le roi s'excuse auprès de Shinro de l'avoir impliqué dans toute cette confusion. L'impala lui demande alors ce qu'il voulait vraiment lui dire. Le roi, enfin honnête, avoue qu'il voulait être son partenaire et Shinro répond qu'elle n'est pas dans le Shinro, et qu'elle ne recherche aucune relation physique, mais accepte d'être son ami, sans avantage. Et le roi, soulagé, accepte. Jin, qui observe tout cela, est choqué de réaliser que, d'une certaine manière, King avait vraiment réussi à conquérir la fille, même si ce n'était pas de la manière dont il l'espérait. Pendant ce temps, les Rataups montrent à Mickey l'enregistrement complet de cette fin heureuse. Mais la présidente du conseil des élèves ne se laisse pas convaincre. Déterminée, elle affirme que Jin aidait désormais d'autres animaux à créer des relations contre nature, et que cela ne pouvait être toléré. C'est pourquoi Mickey ordonne à ses Rataups d'amener Jin jusqu'à elle. Mais ceux-ci reviennent rapidement avec d'autres nouvelles. Jin avait refusé d'accompagner un groupe de rongeurs parlants. Et, n'ayant pas d'autre choix, Mickey enfile ses vêtements à contre-cœur et se rend en personne au club de cuisine. En chemin, Sora remarque l'agitation, mais les serviteurs de Mickey se sacrifient pour assurer la sécurité de la présidente dans sa mission. En arrivant au club, Mickey demande à Anka de lui rendre les vêtements de tout le monde, et accuse Jin d'être un homme de culture qui formait l'araignée antinaturelle. Jin nie toutes les accusations, essayant de se défendre, et à ce moment-là, King apparaît, et, avec un culot incroyable, propose de conseiller Mickey sur les harengs en échange de son aide. Indigné, Mickey annonce la dissolution immédiate du club de cuisine. Mais Hitomi intervient et lui demande de reconsidérer sa décision, car tout ce qu'il voulait, c'était cuisiner ensemble. Mickey impose alors une condition. Jin doit expulser tous les membres non humains du groupe. Jin esquisse un sourire de soulagement en entendant cela, jusqu'à ce que Anka entre, amenant les Rataups qu'elle avait sauvés. Il s'agenouille devant Mickey, lui demandant de reconsidérer sa décision, affirmant que le club n'était qu'un groupe d'amis. À contre-cœur, Mickey accepte, mais prévient qu'elle surveillera tout le monde de près, puis se retire. Pendant ce temps, l'absence du King sur le trône de l'école crée un vide de pouvoir, déclenchant la plus grande bataille territoriale jamais vue sur le campus. Le lendemain matin, Jin se rend à l'école en tirant Anka par la laisse. Et en chemin, il se rend compte avec stupéfaction qu'elle ressemble plus à sa mascotte qu'à son amie. Anka, nerveuse, insiste sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'accompagner, mais elle est gênée par la situation. Plus tard, au club, Jin demande pourquoi Anka ne se lance pas dans la guerre territoriale. La louve répond que son véritable territoire est là où se trouve Jin. Et le groupe en conclut que les professeurs n'étaient pas encore intervenus, et que cette guerre n'était donc peut-être pas si importante que ça. Mais Komori les interrompt, révélant une nouvelle tournure. Le nouveau roi aurait droit à 100 ans de provisions et pourrait faire ce qu'il veut. Jin rétorque que ce ne sont que des ragots, mais Mei ajoute qu'il y avait une rumeur qui semblait réelle. Selon elle, un étudiant était en route pour l'école Santo. La preuve en est que des carnivores morts avaient été retrouvés enterrés dans les murs du campus. Komori insiste sur le fait que l'école était la véritable cible de l'invasion. Déterminée, Anka promet de protéger tout le monde, assumant le rôle de véritable leader du groupe. Jin lui rappelle qu'elle n'a même pas été capable de vaincre un seul ours. Mais Anka insiste sur le fait qu'elle deviendra plus forte, comme sa grande sœur. Curieuse, Hitomi demande d'où vient Anka. Et la louve explique qu'elle est née dans le nord, où les températures pouvaient atteindre moins 20 degrés. Chaque fois qu'elle avait froid, sa sœur lui prêtait son manteau. Cependant, lorsqu'elle a décidé de partir pour former une meute de différentes espèces, elle a fini par se disputer avec sa sœur et elles ne se sont plus jamais parlé depuis. Tandis qu'Anka partage son histoire avec une meute de loups et observe à distance. Il rapporte à Feral, la sœur aînée, que c'était bien Anka qui était là. Feral s'inquiète pour sa sœur et ne la reconnaît plus. Mais les autres loups la rassurent en lui rappelant qu'elle n'est pas partie depuis si longtemps. Soudain, tout le monde se rend compte que Jin poussait Anka.
ce qui pousse Feral à promettre que quiconque s'en prendrait à sa sœur le paierait cher. En quelques secondes, Jin se retrouve encerclé par la meute, tandis que Feral tient à Anka et échange un baiser humide avec elle en guise de salut. Komori observe la scène, impressionné, et fait remarquer la taille de Feral. Jin explique que les animaux qui vivent dans les régions froides ont tendance à grandir davantage pour conserver leur chaleur corporelle, et que Feral était probablement devenue si grande parce qu'elle prêtait toujours son manteau à Anka. En entendant cela, Feral se retourne et pleure d'émotion, fière de sa taille pour la première fois. Peu après, elle appelle notre héros et Chimpanzé promet. Et les filles se demandent si Feral était là pour participer à la guerre territoriale. Mais elle explique qu'elle voulait seulement ramener Anka à la maison, mais Anka refuse de partir, affirmant qu'elle avait désormais une nouvelle meute formée aux côtés de Jin, comme mari et femme. Furieuse, Feral accuse Jin de forcer sa sœur. Cependant, lorsqu'Anka insiste sur le fait que Jin était important pour elle, Feral change d'avis et tente de l'intégrer à sa propre meute en lui volant un baiser. À ce moment-là, Anka se met en colère et menace de ne jamais pardonner à sa sœur si elle faisait quelque chose contre l'un de ses amis. Feral, prise de rage, s'apprête à l'attaquer, mais Anka lui fait face et lui dit qu'elle la détestera pour toujours si elle ne s'en va pas. Feral s'évanouit sur le champ et doit être porté par les autres loups, tandis qu'Anka regrette d'avoir à gérer la folie de sa sœur aînée. Pendant ce temps, Jin rompt avec King, expliquant qu'il avait besoin de se concentrer sur son entraînement. King est dévasté, le cœur brisé, mais en même temps, Feral place quelques carnivores sur les remparts de l'école. C'est alors que Lena apparaît soudainement, exigeant de savoir s'ils sont responsables des problèmes sur le campus. Le loup assure qu'il ne faisait que défendre quelqu'un, mais Lena répond qu'elle voulait seulement affronter le plus fort et qu'elle est prête à se battre. Feral entend la voix de sa sœur à proximité et s'enfuit pour ne pas être vue, laissant Lena intriguée. Car qu'est-ce que Anka avait de si spécial pour effrayer un monstre de cette taille? À ce moment-là, une meute de lions apparaît pour les défier et, convaincus que la fuite de Feral leur donnait l'avantage, Anka tente de défendre Jin, mais les lions lui montrent le museau et passent à l'attaque. Et avant qu'elle n'ait pu réagir, Lena entre en action et les bête tous facilement. Jin est choqué de découvrir que les hyènes sont des chasseuses incroyablement habiles, et les seuls carnivores capables de vaincre les lions dans des combats directs. Alors que la hyène terrassait ses adversaires, un groupe de hyènes femelles a commencé à l'acclamer, ce qui la met mal à l'aise. Peu après, Lena s'approche de Jin et lui demande pourquoi il avait besoin de Anka pour le protéger. Sans réfléchir à deux fois, Jin répond que Lena était également une femelle. Et les autres hyènes paniquent, craignant qu'il ne soit tué pour avoir révélé cette vérité interdite. Mais au lieu de cela, Lena s'éloigne simplement en silence et dans le déni. Plus tard, au club, Jin trouve Lena en train de renifler Hitomi. Furieux, il lui demande ce qu'elle voulait. Lena répond qu'elle ne partira pas tant que Jin n'aura pas admis être un homme. Pour se débarrasser d'elle, Jin l'admet rapidement, mais la hyène ne le croit pas. Pour prouver son point de vue, elle montre sa force en broyant un énorme os devant lui. Jin rétorque que les hyènes femelles sont également capables de faire cela. Irritée, Lena menace de l'écraser comme une tomate. Mais elle est choquée lorsque Komori démontre la même capacité en écrasant une pastèque avec ses mains. Déterminée, Lena va plus loin et donne à Mei quelque chose d'encore plus résistant à tester. Mais lorsqu'elle tient l'objet, elle s'évanouit instantanément, comme si elle était morte à nouveau. Indignée, Jin traite Lena d'assassin avec ses idées dépassées sur ce qui définit un homme. Sous pression, Lena monte sur la table et annonce qu'il est temps de révéler son dernier recours. Pendant ce temps, les Rataup informent Mickey que Lena était en train de déclencher une véritable guerre. Mickey, inquiète, déclare que sa responsabilité est de protéger tous les étudiants et exige de voir les enregistrements. Sur les images, il voit Lena essayer d'arracher ses propres vêtements devant Jin et insister sur le fait que cela ne ferait pas mal. Lena affirme alors qu'elle pourrait prouver qu'elle est un garçon et se souvient comment elle a été ridiculisée par les autres hyènes parce qu'elle était une fille. Dans un flashback, elle rentre chez elle et son père s'excuse de ne pouvoir lui offrir que des vêtements masculins d'occasion. Ce jour-là, Lena a dit qu'elle détestait son apparence, mais son père lui a rappelé que son visage était identique à celui de sa mère décédée, et qu'elle avait été assez forte pour vaincre même un lion. De retour au présent, Jin clarifie les choses. Même les hyènes ont des traits identiques à ceux des mâles, donc cela ne prouverait rien. En entendant cela, Lena se souvient de toutes les conversations avec sa famille et accepte enfin ce qu'elle était vraiment. Une femelle, et tout le club applaudit, célébrant le fait qu'elle se soit libérée de sa propre illusion. Mais Lena, en larmes, insiste sur le fait que tout cela n'était que des mensonges et s'enfuit en courant. Peu après, Anka remercie Jin d'avoir été si gentil et lui saute dessus pour lui lécher le visage. À l'extérieur, Feral observe en silence, soulagée de voir que sa sœur va bien. Elle nourrit toujours le désir de tuer Jin et remarque que Feral semblait toujours suivre le groupe. Anka, irritée, crie à sa sœur de rentrer chez elle ou d'en subir les conséquences. Quelques jours plus tard, l'école annonce la journée champêtre. Anka est euphorique à l'idée de participer avec son club, mais les autres sont découragés, certains qu'il perdrait. Seule, Anka est surprise par Miyubi,
qui lui demande de participer à la compétition. Ému, Anka promet de la soutenir à chaque étape et les deux commencent à s'entraîner pour la course à 3 jambes. Mais après un pas, Miyubi s'évanouit, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que les rats taupes apparaissent. Ils se plaignent que la paresseuse en a écrasé un avec son corps. Après l'avoir relâché, ils expliquent qu'ils effectuaient des travaux d'entretien sur le terrain de l'école. Mais ils continuaient à subir des accidents. Anka propose alors son aide, qui serait utile à la fois pour soutenir les rongeurs et pour augmenter l'endurance de Miyubi. Malheureusement, le paresseux est incroyablement lent, mais malgré tout, se souvenant de la dette qu'ils ont envers Anka, les rats acceptent de collaborer. Cependant, lorsque Miyubi continue de mourir au milieu de l'entraînement, ils se rendent compte que les progrès sont quasi nuls. Plus tard, Hitomi et Jin se dirigent vers le champ et Jin croit qu'Hitomi voulait lui avouer quelque chose. Mais en réalité, elle voulait seulement lui montrer l'entraînement secret de Miyubi. D'une certaine manière, même les rats taupes sont inspirés par la détermination du paresseux, qui refuse d'exister. Touchés par la scène, les créatures souhaitent bonne chance à Miyubi pour la compétition et Hitomi dit alors à Jin que, face à cet effort, le club devait participer à la compétition quoi qu'il arrive. Dans les jours qui suivent, les étudiants se réjouissent à l'approche de l'événement et Anka vibre d'excitation jusqu'à ce que Kuro apparaisse, affichant son arrogance habituelle. Jin montre un nouveau groupe d'ânes que Kuro a réuni et elle le rend responsable de la chute de sa réputation. Elle se vante néanmoins d'être championne du monde d'un jeu de cartes pour nuls. Peu après, Kuro révèle que pour participer à la journée de terrain, il faudrait au moins 5 membres dans le groupe, détruisant ainsi les espoirs de Anka. C'est à ce moment que Miyubi apparaît, surprenant tout le monde en se déplaçant à une vitesse normale. Lorsqu'on lui demande comment cela est possible, elle répond simplement qu'elle s'est réveillée ainsi et qu'elle était prête à gagner les jeux. Mais quelques secondes plus tard, elle s'effondre, mourant à nouveau comme d'habitude. Elle est emmenée à l'infirmerie où le médecin explique qu'elle avait simplement attrapé un léger rhume et que cela avait temporairement augmenté son rythme cardiaque, le rendant plus rapide que la normale. Le groupe conseille à Miyubi de se reposer, mais la paresseuse insiste sur le fait que dans cet état, elle pourrait enfin aider l'équipe. Et Anka lui assure cependant que le plus important est sa santé et lui promet de lui offrir la victoire à sa place. Peu après, les étudiants se réunissent et Miki annonce officiellement la journée de terrain. Déterminée, Anka se prépare à courir contre un guépard et un cheval, mais dès que l'épreuve commence, les trois sont renversés par des pots de bananes laissés sur le chemin par le chimpanzé tricheur appelé Pan. Jin est furieux de la situation, mais les chimpanzés se contentent de ricaner, accumulant les victoires dans plusieurs épreuves grâce à leur tricherie. Lorsque le score partiel est révélé, les chimpanzés totalisent déjà 150 points, tandis que le club de cuisine reste à 0. Frustré, Anka fait une crise à propos du résultat tandis que les chimpanzés célèbrent avec des sourires malicieux. Pendant un instant, Luba pense à abandonner. Mais Jin la calme en lui rappelant sa promesse d'offrir à Miyubi le cadeau de la victoire. Comme si elle avait entendu, Anka saute sur Jin et le remercie pour ses mots d'encouragement, puis l'épreuve est annoncée. Une course athlétique qui rapporte 300 points au vainqueur. Akuro et son groupe d'ânes commencent à s'organiser, carte en main, tandis qu'Akuro regrette de ne pas avoir de salle de club officielle pour réclamer le prix. Soudain, Jin apparaît avec des motifs pour que les ânes participent à la course et lorsque le groupe est sur le point d'abandonner à cause de la neige. Jin raconte que Napoléon a réussi à traverser les Alpes parce qu'il montait à dos d'âne. Inspirés, ils se relèvent, pleins d'énergie, parviennent à dépasser les chimpanzés. S'ensuit alors une compétition de bras de fer, à la surprise générale. Komori affronte un gorille et le bête grâce à la force légendaire de ses griffes. Car selon les histoires, elles peuvent atteindre une pression d'1 tonne. Pendant ce temps, les chimpanzés s'énervent en voyant l'humain atteindre ses points. Et Pan leur suggère alors de faire quelque chose de plus pour assurer la victoire. Plus tard, Hitomi se prépare pour l'épreuve de natation et les autres filles s'inquiètent. Mais elle promet de faire de son mieux, car Jin sera là pour la regarder. Pendant ce temps, Jin participe à la 3e épreuve et se transforme pratiquement en momie pour franchir la ligne d'arrivée. De retour à la piscine, Hitomi se positionne pour concourir, mais les chimpanzés apparaissent et attaquent avec du gaz soporifique. Peu après, Jin arrive à l'infirmerie en désordre, presque comme un zombie. Mais il se réveille en apprenant que Hitomi serait en danger. Le médecin explique qu'ils l'ont trouvé endormi à côté d'un chiffon imbibé. Komori reconnaît l'odeur comme étant celle d'herbes utilisées dans la fabrication de somnifères, ce qui confirmait que les chimpanzés étaient les coupables. Alors qu'ils discutent d'un éventuel remplaçant, Komori s'endort simplement, comme d'habitude. Et Jin déclare que Anka doit préserver son énergie pour la dernière épreuve qui décidera de tout. À ce moment-là, Miyubi se lève du lit et se propose pour nager lors de la prochaine épreuve. Et Jin proteste, rappelant que la paresseuse ne pourrait jamais nager aussi loin. Mais Miyubi insiste sur le fait qu'elle serait au moins utile à tout le monde une fois et qu'elle terminerait la traversée. Peu après, la course de natation commence,
à la grande surprise du public. Jin entre dans la piscine en portant Miyubi dans ses bras et tout le monde pense qu'elle va se noyer. Et, en effet, c'est presque ce qui se passe lorsque la paresseuse s'arrête au milieu du parcours juste pour faire signe à Anka. Du côté des chimpanzés, ils observent et reconnaissent que, étonnamment, les paresseux ont un talent naturel pour la natation, mais ils prévoient tout de même de la saboter. Jin s'inquiète que Miyubi ne parvienne pas à terminer. Mais Anka lui rappelle tout l'entraînement qu'ils ont suivi et lui demande de lui faire confiance. C'est alors que Pan apparaît dans un bateau avec son air moqueur et tente d'éliminer Miyubi. Lorsqu'elle prend la tête, mais la paresseuse continue à nager même si elle commence à se noyer. Jin lui lance une bouée pour l'aider, mais Miyubi l'ignore et continue avec détermination. Face à cette scène, les autres élèves commencent à croire qu'elle pourrait y arriver et se mettent à l'encourager. La meute de loups, les hyènes et même les rataubes vibrent pour ses efforts. Miyubi, cependant, s'arrête à nouveau pour faire signe et commence à couler. Et Jin, désespéré, crie qu'il mettrait fin à sa vie s'il venait à mourir avant la ligne d'arrivée. Quelques instants plus tard, Miyubi atteint enfin l'autre côté. Et Anka la tire hors de l'eau et la couvre de coups de langue et de félicitations. Jin la félicite pour son courage et sa victoire personnelle, mais comme toujours, Miyubi meurt peu après. Jin fait alors signe à Anka de mener le club à la victoire finale, enthousiaste. La louve fonce à toute vitesse et rattrape Pan, car les loups sont naturellement des maîtres de la course. Pan, désespéré, tente une nouvelle fois de tricher et sort un tasé pour la neutraliser. Mais Anka le met en pièces. Avant qu'il ne s'en rende compte, elle apparaît derrière lui. Lorsque Pan implore sa pitié, Anka menace de le couper en deux, si jamais il s'en prenait à nouveau à un membre de sa meute. Le chimpanzé tombe vaincu, permettant à Anka d'avancer et de remporter la victoire. Lors de la cérémonie de remise des prix, Anka reçoit la médaille d'or. Kuro, cependant, montre sa tristesse, mais lorsque ses ânes annoncent que le club de cuisine partagerait avec eux une partie de sa salle, Kuro est ému et remercie en larmes. Anka, fier, annonce que le club est désormais officiellement reconnu comme le groupe de l'école, et cache le certificat avec ses autres reliques personnelles. Quelques jours plus tard, les élèves commencent les préparatifs pour accueillir une visiteuse spéciale. Et chaque groupe tire au sort des papiers pour décider du type de décoration à réaliser. Alors que tout le monde choisit des tâches simples, les doigts maudits de Anka lui font tomber la tâche la plus difficile de toutes. Au final, c'est Jin qui finit par faire tout le travail manuel pour préparer la visite. Plus tard, une limousine rouge apparaît devant l'école, attirant l'attention de tous les élèves. Ils se mettent à applaudir et à crier d'excitation. Et de l'intérieur de la voiture sort l'une des espèces les plus rares au monde, la fille du groupe Mei Mei. Peu après, tout le monde est conduit dans le bureau du directeur, où l'agent de Mei Mei, Feng, explique qu'il lui appartient de décider si la jeune fille sera admise ou non à l'académie Seton. Pour l'impressionner, le directeur lui offre quelques feuilles de bambou, mais Mei Mei fait un scandale lorsqu'elle se rend compte qu'il ne s'agit pas du type coûteux qu'elle a l'habitude de manger, et menace de partir immédiatement. Feng passe rapidement un coup de fil pour organiser le transport aérien de feuilles spéciales pour le panda, et prévient que l'école devra prendre en charge les frais. Observant la scène, conclut qu'elle serait une élève difficile, car elle arrivait déjà avec un passé de gâterie et de privilèges dans son pays d'origine. Miku se voit alors confier la tâche d'être le guide touristique de Mei Mei, mais à sa grande surprise, Panda exige qu'elle fasse quelque chose de drôle, sinon elle partira. Sans alternative, Miku ordonne à ses rats de se joindre à eux. Il déchire l'uniforme de la présidente du conseil étudiant, mais seul Feng semble apprécier la scène, tandis que Mei Mei est déjà partie sans attendre la fin. Décidée à explorer par elle-même, Mei Mei erre sur le campus jusqu'à ce qu'elle tombe sur King. Elle lui demande ce qu'il fait là. Léon répond qu'il envisageait de se couper la crinière, car après le rejet de Shino, il ne savait plus quoi faire. Sans réfléchir à deux fois, Mei Mei coupe un morceau de la crinière de King et s'enfuit, prévoyant de l'utiliser comme déguisement. Peu de temps après, elle sent une odeur divine. C'étaient les petits gâteaux panda préparés par Jin au club de cuisine. Hitomi se demande si cette fille choisirait vraiment de rester à l'école. Et Anka la conduit fièrement à la source thermale qu'ils avaient préparée pour l'attirer en tant que nouvelle membre. Soudain, Mei Mei apparaît et commence à dévorer tous les petits gâteaux, laissant le groupe sous le choc, sans comprendre qui était cette petite gloutonne. Komori perd presque patience et les tympans de tout le monde avec un cri assourdissant. Mais Mei Mei demande simplement à Jin d'en faire plus, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Lorsque Jin la réprimande, Mei Mei se souvient de son déguisement et le révèle, montrant la crinière du roi et admettant que, en réalité, elle était le panda que tout le monde attendait. Les filles en arrivent à la conclusion qu'elle avait suivi l'odeur des petits gâteaux. Et Mei Mei le confirme, exigeant de recevoir le traitement spécial réservé à Panda et demandant plus de nourriture. Jin, impatient, la traite de panda idiote et refuse d'obéir. Mais Mei Mei s'énerve, tape du pied et exige une nouvelle fois qu'il obéisse. À bout de patience, Jin attrape Panda et la jette hors du club, lui claquant la porte au nez. Mei Mei, furieuse, menace d'exécuter Jin, mais Feng s'approche et demande ce qui se passe.
et Panda ne comprend pas comment Jin ose désobéir à ses ordres. Le lendemain, Jin continue de refuser les caprices de Mei Mei et Feng l'avertit que dans son pays, il pourrait être exécuté pour avoir causé du stress à un panda. Mais Jin reste indifférent et s'en moque. C'est alors que Hank explique que, au club, tout le monde décide ensemble de ce qu'il va cuisiner. Et Mei Mei a alors une idée. Plus tard, Komori reçoit en cadeau une prétendue délicatesse lentille, qui, en réalité, n'était rien d'autre que des excréments de chauve-souris séchés achetés par Mei Mei. Miyubi, quant à elle, reçoit un miscoté pour faciliter ses déplacements et paie également pour Panda. Et Hank accepte lorsque Mei Mei promet que tous ses fans rejoindront le club. À la fin, même Hitomi Seiji, séduite par un tablier en soie très cher, et entourée de membres subordonnés, Jin finit par céder lui aussi. Mais il impose une condition. Mei Mei devra aider à la préparation et Panda commence à travailler. Mais lorsque Jin continue à donner des ordres, elle refuse. Elle jette la pâte par terre et croise les bras, et Jin, sans perdre son calme, exige qu'elle nettoie le désordre. Feng tente d'intervenir pour la protéger, mais Jin l'en empêche. Sans issue, Mei Mei ramasse ses propres saletés. Et, à la surprise générale, semble étrangement excitée d'être traitée de cette manière. Cependant, son enthousiasme disparaît lorsque Jin la réprimande sévèrement en lui disant de continuer à travailler. Quelque temps plus tard, Mei Mei finit enfin les petits gâteaux et tout le club applaudit ses efforts. Mais elle se précipite rapidement dans un coin, essayant de tout dévorer toute seule. Après les avoir goûtés, Jin remarque qu'ils sont probablement encore meilleurs que ceux de l'ancien Jin. Et, à ce moment-là, Anka demande si Mei Mei aimerait rejoindre le club. Mais Feng l'interrompt, disant qu'il n'avait pas encore décidé si la jeune fille allait même s'inscrire à l'école. Anka assure que Jin est toujours gentil, mais le garçon se réveille et déclare qu'ils n'ont pas besoin d'un panda égoïste. Mei Mei, inquiète, demande ce qu'elle doit faire pour être acceptée et Jin couvre la bouche de Anka avant qu'elle ne réponde, et explique qu'il faudrait l'accord de tous les membres actuels. Il y avait un membre de plus dans le club. Le lendemain, Mei Mei revient déterminée à s'inscrire à temps plein. Et en entrant, elle est curieuse de savoir qui est le nouveau membre, mais comme c'est un panda, elle pense que tout ira bien. Cependant, en ouvrant la porte, elle tombe sur Sora, qui prend immédiatement peur et se cache sous une armoire. Mei Mei essaie de se présenter, mais Sora ne répond que par des grognements. Jin explique que les chats n'acceptent pas facilement les nouveaux membres et que la situation était claire. Soit ils expulsaient la panda, soit ils donnaient la priorité à Sora, qui était arrivée avant. Face à cette décision difficile, Jin décide d'enfermer Mei Mei dans une cage jusqu'à ce que Sora s'habitue. Curieusement, elle revient à la normale et s'assoit avec le reste du club. Mais lorsqu'Hitomi mentionne le nom de la panda, Sora se referme à nouveau. Mei Mei reste isolée pendant que les autres filles nettoient la salle à la fin de la journée. Et Jin suggère qu'il vaudrait peut-être mieux que la panda abandonne. Mais Mei Mei insiste sur le fait qu'elle ne partira que lorsque Sora l'aura acceptée. Sans autre alternative, le club laisse Mei Mei seule dans la cage pendant la nuit. Et soudain, Mei Mei remarque une lueur étrange. Les yeux verts de Sora illuminent l'obscurité. Fascinée, elle les trouve magnifiques. Mei Mei déclare qu'elle n'a pas l'intention de quitter le club de cuisine, même si Sora ne l'accepte pas. Elle explique qu'elle n'a jamais manqué de rien dans la vie, mais que ce club était la chose la plus amusante qu'elle ait jamais expérimentée. En entendant cela, Sora se souvient qu'elle avait également reçu l'admiration de nombreuses personnes, mais qu'elle n'avait jamais ressenti quelque chose de similaire à ce qu'elle avait trouvé dans le club. Confuse par ce qu'elle ressent, la chatte s'enfuit en courant vers la chambre de Jin. Le lendemain matin, Mei Mei se réveille recouverte d'une couverture avec un petit rat mort laissé à l'extérieur de la cage. Elle en conclut immédiatement que cela ne pouvait être qu'un cadeau de Sora. Peu de temps après, Feng et les autres arrivent, et Mei Mei annonce qu'elle a gagné l'approbation de Sora. Mais personne ne la croit, jusqu'à ce que Sora elle-même apparaisse à la fenêtre et se blottisse contre la panda. Émue, Mei Mei la remercie pour le cadeau, mais Sora se contente de sourire avant de s'enfuir en courant, laissant la panda perplexe. Jin explique alors que c'est ainsi que les chats montrent leur affection, et Hitomi l'accueille officiellement dans le club. Peu après, Anka dit qu'en tant que nouveau membre de la chaîne, Mei Mei devrait lécher le chef en signe de loyauté. Mais au lieu de cela, la panda court et lèche Jin, laissant tout le monde surpris. Et Anka précise que c'est elle la chef, mais Mei Mei insiste sur le fait que Jin l'a trompé exprès. Plus tard, les filles se détendent dans la source thermale construite par Jin, et Anka remarque que Mei Mei n'a pas attrapé froid. Et la panda révèle qu'elle a apporté sa couverture spéciale pour se protéger. Pendant ce temps, Jin, enrhumé, reste au lit et se met immédiatement à chercher la couverture miraculeuse. Quelques jours plus tard, le père et le frère de Lena lui demandent comment elle vit le fait d'être une femme. Lena insiste sur le fait que rien n'a changé et les deux la réconfortent en lui disant qu'il n'y a aucun problème à être elle-même, même si elle ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient d'une femme. À ce moment-là, Lena se rend compte qu'elle ne savait même pas ce que cela signifiait vraiment d'être une femme. Et plus tard, à l'école, Lena se retrouve face à quelques prédateurs du doku et continue à s'interroger sur son identité. C'est alors que Hitomi s'approche et lui offre un foulard délicat et parfumé.
Ce mouchoir semblait déborder de féminité, tandis que la sauvage continuait à observer Anka à distance, admirant à quel point sa sœur était adorable, quand soudain, un petit blaireau de Mel apparaît, qui s'approche et demande à rejoindre sa bande. Le petit blaireau se présente sous le nom d'Animitsu, révélant qu'il a été sauvé par la sauvage l'autre jour, lorsque la louve avait poussé un ours contre le mur. Animitsu explique qu'elle veut devenir aussi forte que la sauvage et supplie de rejoindre la meute. Mais les loups lui rappellent qu'elle n'est pas un loup et Animitsu montre alors Lena du doigt et demande si elle fait partie de la meute de Feral. Lena répond qu'elle observait simplement Hitomi et apprenait ce que signifiait être une femelle. Lorsque Lena demande qui est cette gamine, Animitsu insiste sur le fait qu'elle était déjà membre de la meute de la sauvage. Et les loups la corrigent en disant qu'ils n'acceptaient qu'une seule femelle dans la meute. Sans abandonner, Animitsu propose d'être la petite sœur de la sauvage, mais la louve répond qu'elle n'a besoin que de Anka. Irritée, Animitsu promet de vaincre Anka et de prendre sa place, et elle court la défier. Mais avant de l'atteindre, elle se laisse distraire par un oiseau et est emportée loin. Pendant ce temps, Lena commence à espionner Hitomi près d'une décharge, l'observant manger son déjeuner comme une véritable princesse. Inspirée, Lena s'approche avec une assiette d'os et tente de recréer cette même scène magique. Mais lorsqu'elle demande à Hitomi comment elle a fait cela, la jeune fille répond simplement qu'elle était juste elle-même. Lena insiste pour devenir le genre de fille qui fait rouler les yeux d'admiration aux autres. Et Hitomi lui suggère alors de parler aux autres filles du club de cuisine. Plus tard, tous les membres se réunissent au club et Jin est clairement gêné de voir Lena si proche de Hitomi. Mei Mei demande qui était exactement Lena et Komori explique qu'elle était une fille différente, laissant la panda sous le choc, qui se précipite pour la voir de ses propres yeux. Jin prévient Lena qu'elle ne sera jamais comme Hitomi, mais Yena rétorque, mais il explique que Hitomi ne parlait pas de manière vulgaire, n'avait pas l'air négligé et ne s'asseyait pas de manière aussi grossière qu'elle. Lena, irritée, l'accuse d'être un pervers pour connaître autant de détails et Komori, pour détourner l'attention, suggère à Hitomi d'essayer d'imiter Lena. Les filles s'unissent alors pour transformer le look de Hitomi. Au final, elle devient encore plus charmante, rendant tout le monde fou, et Miyubi meurt même au cours du processus. C'est à ce moment-là qu'Animitsu réapparaît et demande à combattre Ranka. La louve, cependant, se cache derrière Jin et déclare qu'elle ne veut pas se battre. Lena, à court de patience, attrape la belette de Mel et la jette dehors, où l'un des loups lui ordonne de laisser Ranka tranquille. Soudain, un guide de Mel apparaît, qui est un oiseau qui conduit habituellement les blaireaux vers les Komeya. Animitsu se met immédiatement à courir après lui, disparaissant à nouveau, et pendant ce temps, Jin insiste sur le fait que Lena ne pourrait jamais se transformer en Hitomi. Mais Yena promet de prouver qu'il a tort. À la surprise générale, Hitomi commence à travailler sur elle-même, et, petit à petit, se met à agir avec encore plus d'élégance. Mais plus tard, à la maison, Lena raconte à sa famille qu'une amie était là pour lui apprendre à se comporter comme une femme. Et leur réaction est unanime, ils sont enthousiastes et la félicitent. Le lendemain, Lena essaya d'imiter Hitomi, même pendant les repas. Et, lorsqu'elle y parvient, même Jin admet qu'elle semblait vraiment plus féminine. Hitomi la félicite pour ses efforts et Lena suggère qu'elles aillent cueillir des fleurs ensemble. Soudain, Lena s'arrête et vomit tous les morceaux d'os non digérés qu'elle a mangés précédemment. Jin dit que ce n'était pas du tout féminin et Yena part en pleurant, insistant sur le fait qu'elle ne pourrait jamais être une vraie femme. Mei Mei finit par intervenir, disant qu'elle n'avait pas besoin de changer autant, qu'elle pouvait simplement être un garçon manqué. Elle explique que, bien que les pandas soient carnivores, ils choisissent de manger du bambou parce qu'ils aiment ça, et qu'il n'y avait rien de mal à suivre ses propres goûts. À ce moment-là, Animitsu réapparaît, suivi d'un lion qui demande ce que Lena faisait avec une bande de lâches. Il menace la panda et l'avertit de ne pas s'approcher d'Animitsu si Yena faisait un mouvement brusque. Jin conseille à Lena de redevenir un homme, car le club n'avait aucun moyen d'affronter les lions. Et, au même moment, les lions commencent à attaquer Animitsu, tandis que les filles crient à Jin de faire quelque chose. Mais il reste calme, affirmant qu'Animitsu était en sécurité, car les blaireaux ont une peau épaisse qu'il est pratiquement impossible de blesser. Lorsque les lions se rendent compte qu'ils ne peuvent pas blesser Animitsu, ils salissent Lena d'un seul coup. Elle repousse ses adversaires, immédiatement après, revient à sa configuration d'usine, reprenant sa forme masculine. Pendant ce temps, Animitsu continue de harceler la louve pour qu'elle se batte contre elle, mais celle-ci refuse, affirmant qu'il n'y a aucune raison de se battre. Lena suggère alors à Animitsu de se battre d'abord contre elle en guise de remerciement pour l'aide apportée au club de cuisine. Et la moufette accepte le défi sans hésiter. Le combat commence et Animitsu lâche une bombe puante par la queue qui fait reculer Lena. Mais le vent change soudainement de direction et l'odeur atteint Jin et la renarde, qui s'évanouit sur le coup. Animitsu est alors déclaré vainqueur. Soudain, la féroce Suji est indignée de voir Animitsu attaquer sa sœur. De toutes ses forces, elle jette la petite blairelle au sol, creusant un cratère dans le sol, mais à la surprise générale,
Animitsu se réjouit, célébrant le fait d'avoir enfin ressenti une véritable douleur. Elle court vers Animitsu et la remercie, disant qu'elle n'avait pas reconnu la sœur de la chef de sa nouvelle meute, mais qu'elle était heureuse d'avoir pu rejoindre le groupe de la féroce. La féroce, furieuse, a failli Anka la tête d'Animitsu, jusqu'à ce qu'Animitsu loue sa décision de permettre à d'autres animaux d'entrer dans sa meute. Désarmée par les paroles de sa sœur, la sauvage change de discours et reconnaît Animitsu comme le nouveau membre précieux de la meute. Pendant ce temps, Alena s'éloigne en silence, acceptant enfin qui elle était. Plus tard, à la maison, sa famille essaie de l'habiller avec des vêtements féminins. Mais Yen fait irruption dans la pièce et annonce qu'il est redevenu un homme, puis s'enfuit en courant. Le lendemain, Alena s'assoit à côté de Hitomi et la remercie pour tout son soutien. Mais alors qu'elle commence à se sentir trop à l'aise, Jin la menace si elle ne garde pas ses distances. Quelques jours plus tard, les élèves partent en excursion en mer et Anka continue de harceler Jin, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la succursale marine de l'Académie Seto. Le directeur local se montre également complètement inutile face à des animaux plus grands et plus forts. Dès leur arrivée, ils se rendent compte que les uniformes des élèves sont tous des maillots de bain, et que les cours ont lieu dans l'océan et que les dortoirs sont installés dans un énorme navire. Jin continue d'être irrité par le fait que tout le monde soit des animaux, mais il pense que ce cadre paradisiaque serait l'occasion idéale pour passer plus de temps avec Hitomi. C'est à ce moment-là qu'apparaît une jeune fille baleine nommée Kana, qui leur souhaite la bienvenue avec une présentation spéciale. Cependant, en essayant de la réaliser seule, elle échoue et abandonne, puis s'éloigne en nageant, déprimée. Anka se demande ce qui s'est passé et Hitomi explique que Gei faisait simplement référence à un club de natation synchronisé. Anka en conclut alors que Kana doit se sentir seule et rejetée. Jin, réalisant qu'il allait bientôt être entraîné à aider, décide d'agir stratégiquement en faisant un discours motivant à Anka, lui disant que Kana avait besoin d'une leader et l'envoie résoudre la situation. Ainsi, il aurait plus de temps à passer avec Hitomi. Heureusement pour lui, Mei Mei décide également de l'accompagner, ce qui soulage encore plus Jin. Quelques instants plus tard, Anka offre à Mei Mei l'opportunité de lui enseigner les secrets de la mise en scène d'un spectacle. Mais lorsque Panda demande à Feng de lui apporter une roue, elle ne fait que démontrer à quel point ses performances étaient médiocres. Peu après, Kana révèle que son club de natation synchronisé était vraiment incroyable et Anka, curieuse, lui pose des questions sur les membres. La baleine attristée explique qu'elles étaient considérées comme les idoles de l'école et qu'elle rêvait de nager avec elles, mais qu'elles ne l'ont jamais laissé rejoindre le groupe. Soudain, la capitaine du club de natation, Bando, apparaît. Pendant ce temps, Jin consulte le guide scolaire à côté de Hitomi et se rend compte que tous les sites de la succursale marine étaient trop éloignés pour que les humains puissent s'y rendre rapidement. Hitomi dit qu'elle est curieuse de savoir ce que Anka mijotait et lorsque les autres sont d'accord, ils décident de retourner sur place pour le découvrir. De l'autre côté, Anka demande à Bando pourquoi elle n'a pas laissé Kana rejoindre le groupe. La capitaine explique que les baleines ne pouvaient pas suivre le rythme des dauphins et qu'elle ne pouvait donc pas permettre à Kana de gâcher leur performance. Kana, essayant de garder le sourire, se contente d'écouter et Bando, agacé par cette expression joyeuse, se met en colère. Mais Anka rappelle que les belugas semblent toujours sourire. Ne sachant pas quoi répondre, Bando s'en va, furieuse. Anka console alors Kana en lui disant qu'elle n'a plus à se soucier de ses filles, car elle peut briller dans un spectacle qui leur est entièrement dédié. Mais Kana révèle qu'elle veut toujours rejoindre le club de natation synchronisé, car la première fois qu'elle a assisté à la représentation, elle était tellement émue qu'elle a craché de l'eau par son évent. C'est à ce moment-là que Jin arrive avec les filles et suggère à Kana d'utiliser son véritable talent, le chant. Jin explique que le beluga est justement connu comme le canari de la mer pour sa capacité à vocaliser de manière unique, sans avoir besoin de saut ou d'acrobatie. Anka s'enthousiasme et suggère de créer leur propre spectacle, assurant à Kana que lorsque Bando verra à quel point il est bon, elle n'aura d'autre choix que de l'accepter. Plus tard, Jin observe Hitomi dans son maillot de bain et se réjouit un instant en réalisant que Anka fait enfin quelque chose de productif. Les filles entrent dans l'eau pour s'entraîner et nagent autour de Kana pendant qu'elle chante. Mais au lieu d'une musique merveilleuse, le beluga ne fait qu'émettre un cri absurde qui fait presque éclater les tympans de tout le monde et finit par tuer Miyubi une fois de plus, pauvre fille. Cette nuit-là, les mâles de la succursale deviennent fous d'excitation tandis que Jin maudit le Jin qui est né. Ses colocataires se révèlent être un couple, mais quand l'un d'eux affirme qu'il n'a jamais couché 2 fois avec le même homme, le Pasero entre en crise. Croyant qu'il y en avait un autre dans le coup et pleure, le cœur brisé. Jin décide de sortir prendre l'air après cette scène, mais il est surpris par Abando, qui apparaît en le suppliant d'empêcher Kana de continuer. Les amis de Jin arrivent rapidement en courant et lui expliquent que les dauphins dorment avec seulement la moitié de leur cerveau actif, ce qui explique pourquoi Abando avait 2 personnalités distinctes.
La version pleurnicharde d'Abando avoue que même si Kana maîtrisait le chant, les baleines et les dauphins étaient des espèces différentes et ne pourraient jamais être synchronisées. Elle s'incline ensuite en signe de supplication avant de s'endormir. Lorsqu'elle se réveille sous sa forme originale, elle redevient la fille qu'elle était auparavant. Elle exige que Jin empêche Kana de partir nager avec ses compagnes. Plus tard, Jin tente de se détendre dans le bain des hommes, mais il est interrompu par son colocataire, qui est une girafe et lui demande de lui frotter le dos. Peu après, la sœur de la girafe apparaît et lui apprend que son frère accepterait même son passif avec Jin. Choqué, le garçon s'enfuit immédiatement, interprétant cela comme une menace. Et lorsqu'il retrouve enfin Anka, il se rend compte qu'elle essayait toujours de motiver Kana. La beluga, peu sûre d'elle, dit ne pas comprendre comment le chant pourrait être son talent, mais Anka insiste pour qu'elle fasse confiance à Jin, lui rappelant que le club avait réuni différentes espèces et avait même remporté la journée sportive de l'école. Kana est surprise de voir à quel point Anka fait confiance à Jin, mais lorsque la louve le traite presque de mari, Jin se réveille immédiatement et lui dit de se taire. Jin explique alors à Kana qu'elle ne doit pas chanter avec sa gorge, mais avec son melon, la structure crânienne unique que les dauphins utilisent, et il souligne que seuls les belugas ont la capacité de modifier leur melon pour produire des sons différents. Et Anka l'encourage une fois de plus et Kana promet qu'elle va essayer de toutes ses forces. Le jour de la représentation finale sur la plage, Kana regarde la foule rassemblée et hésite, affirmant qu'elle ne pourra pas se produire. Anka, déterminée, fait un discours motivant. Pour l'encourager un peu et peu de temps après, les filles entrent dans l'eau pour commencer le spectacle. Bando et ses compagnes du club de natation l'observent de loin sans montrer aucun enthousiasme, mais lorsqu'elles se rendent compte que Kana n'apparaît pas avec les autres, elles pensent qu'elle a abandonné. Soudain, Kana apparaît debout à la surface de l'eau et commence à chanter de sa voix cristalline. Et le public reste bouche bée devant la voix puissante du beluga. Le club de natation lui-même est surpris par son talent, mais critique le reste du spectacle, le jugeant médiocre. Elle se prépare à monter sur scène dès que leur tour arrive. Et à ce moment-là, Bando ressent une étrange émotion dans son propre melon, réveillant son autre moitié, qui déclare vouloir nager. Bando et sa tante résistaient, prétendant que les dauphins et les baleines ne pourraient jamais se synchroniser, mais sa moitié endormie insiste, disant qu'elle pourrait être appelée par la voix de Kana. Les deux personnalités de Bando s'alignent et plongent ensemble, rejoignant Kana dans le spectacle. Alors que le beluga chante, Bando est surprise de constater que ses mouvements étaient en fait de plus en plus synchronisés. Bientôt, les autres membres du club de natation sont également touchés par la musique et admettent que la mélodie les incitait à nager. Tout entre en harmonie, créant une performance jamais vue auparavant. À un moment culminant, Kana pousse son melon au maximum pour élever Bando à des hauteurs incroyables, la faisant sauter au-dessus de tous les regards attentifs. Le plongeon suivant a un impact énorme dans l'eau, sous les applaudissements du public. Après le spectacle, Bando admet qu'ensemble, elle pourrait créer un spectacle unique et demande à Kana de rejoindre le club de natation synchronisé. Ému, Kana accepte et est félicité par tout le monde. Plus tard, Kana remercie le club de cuisine, tandis que la classe de l'académie Seton rentre chez elle. Quelque temps plus tard, Jin parvient enfin à passer quelques minutes seul avec Hitomi, mais alors qu'il s'apprête de se déclarer, il tombe sur son colocataire, Girafa, qui avoue son amour à d'autres garçons et s'enfuit désespéré. Le lendemain, Jin essaie d'emmener Miyubi dans sa chambre, mais lorsque Meme et Anka essaient également de se joindre à eux, il s'énerve et les met toutes dehors. À ce moment-là, Meme remarque une fille étrange qui les espionne. Elle s'appelle Minako, curieuse. Panda court lui demander si c'est une fan, mais Minako, paniquée, commence à se cogner la tête contre le mur jusqu'à ce qu'elle tombe raide morte. Plus tard, lorsqu'elle raconte ce qui s'est passé à Jin, il lui dit que la fille devait être une troisième aniste. Et comme vous ne savez probablement pas ce que c'est, moi non plus, mais il explique que ce sont des personnes si fragiles qu'elles cessent tout simplement d'exister sous l'effet du stress. Meme est intrigué et demande ce qui a pu causer un tel stress. Jin répond sans réfléchir que sa simple présence suffit. Pendant le cours d'éducation physique, dangereux comme toujours, Meme et Miyubi restent à l'extérieur pour éviter tout risque mortel. Mais lorsque Miyubi dit qu'elle aimerait courir avec tout le monde un jour, Meme la traîne pour essayer de participer. Et c'est à ce moment-là qu'elles aperçoivent à nouveau Minako. Voulant prouver que Jin avait tort, Meme décide de s'approcher de la jeune fille. Mais en faisant preuve d'une trop grande tendresse, Minako fait un saut absurde et tombe la tête la première et meurt à nouveau. Miyubi commente qu'elle aussi mourrait toujours sans le vouloir et comprenait ce que Minako devait ressentir. Elle admet toutefois qu'elle mourrait probablement avant de pouvoir l'aider. Et, déterminée, Meme promet qu'elle aidera Minako, ne serait-ce que pour prouver que Jin avait tort. Plus tard, Meme tente de se rapprocher de la jeune fille une fois de plus, mais Minako commence à se débattre et meurt une nouvelle fois. Même lorsqu'elle lui montre un magazine sur les pandas, la réaction est fatale. Même un appel téléphonique imprévu la fait s'effondrer, entraînant Miyubi avec elle. Finalement, Meme et Miyubi décident d'emmener Minako au club de cuisine et Anka
tente de la saluer, mais la jeune fille fait une nouvelle crise et meurt à nouveau. Meme explique que Minako mourait chaque fois que des étrangers lui parlaient, et recommande d'éviter tout contact visuel. Elle montre ensuite fièrement que, contrairement aux autres, elle avait réussi à interagir avec Minako sans qu'elle meure, concluant qu'elles étaient officiellement amies. Le groupe demande à Meme de transmettre un message à Minako pour lui dire qu'elle est la bienvenue au club. Minako, émue, les remercie, disant qu'ils sont tous très gentils et si heureux. Elle tente de mettre fin à ses jours, mais Mei Mei l'en empêche au dernier moment. La panda lui donne alors une gifle au ralenti et la réprimande, lui disant de ne pas laisser ses instincts prendre le dessus. En entendant cela, Minako est sous le choc, émue, et serre les deux dans ses bras, tuant Meme et Miyubi sous le poids de la pression. Pendant ce temps, King s'excuse auprès de Shiro d'avoir été trop enthousiaste. Mais elle le surprend en lui annonçant qu'elle est enfin entrée en chaleur. Excité, le lion devient fou et promet d'être rapide et l'entraîne dans la forêt. Le narrateur explique alors que les lions s'accouplent jusqu'à 50 fois par jour. Mais Shinokup court à la conversation, affirmant qu'elle voulait d'abord qu'il rencontre ses parents. À ce moment-là, un typhon frappe la région et les Rataup avertissent Miki qu'ils doivent évacuer vers la surface. La présidente, cependant, était distraite, se demandant si elle devait démissionner de son poste. Jusqu'à ce qu'une inondation envahisse les dortoirs souterrains et emporte tout le monde. Plus tard, l'un des professeurs annonce aux élèves qu'en raison de l'inondation, le conseil étudiant et les dortoirs souterrains étaient inutilisables. Ainsi, tout le monde doit partager des chambres et lorsque Jin tente de refuser, le professeur le menace comme un pieu géant, mettant fin à la discussion sur le champ. Sa nouvelle colocataire, Daritomi, lui demande avec curiosité s'il est vrai que les humains sont toujours chez lui. Et pendant ce temps, Jin promet qu'il ferait regretter à tout nouveau colocataire d'avoir envahi sa vie privée. Les filles du club, intriguées, décident d'aller vérifier plus tard. Cette nuit-là, Jin est surpris de trouver Miki nue dans sa chambre et la traite immédiatement de perverse. Mais la présidente rétorque qu'à son avis, c'est lui qui manque de dignité. Peu après, Miki demande à Jin s'il accepterait de devenir le nouveau président du conseil des élèves et Jin lui demande pourquoi. Elle explique qu'il a réussi à unir différentes espèces pendant la journée de camping et même lors de la présentation à la plage. Grâce à lui, l'école était devenue un endroit plus joyeux et plus collaboratif. À ce moment-là, Jin commence à fantasmer, s'imaginant marcher vers l'école aux côtés de Daritomi, et utilisant son pouvoir de président pour renvoyer tous les animaux dans la forêt. Ne laissant que deux ensemble, si Anka apparaissait, il lui lancerait simplement l'os pour la distraire. Cette vision dans son esprit rendrait Daritomi encore plus amoureuse. Miki, entendant sa vision déformée, le réprimande, disant que le pouvoir du président ne pouvait pas être utilisé à des fins personnelles. Jin rétorquait qu'elle n'était pas la mieux placée pour parler de dignité. Il exige qu'elle s'habille devant lui et Miki, honteuse, n'a pas d'autre choix. Cependant, avant qu'une décision ne soit prise, une agitation éclate à l'extérieur. Et plusieurs étudiants se plaignent de ne pas avoir pu interagir avec Miki lorsqu'elle était dans le sous-sol. Les Rataup l'encouragent à les écouter et elle décide de rencontrer chaque étudiant individuellement. Tandis que Jin se lamente de voir sa chambre envahie. Les élèves font la queue pour parler à Miki. Après le départ du dernier, elle s'excuse pour la confusion. Mais elle avoue tout de même être préoccupée par le fait qu'elle n'approuve pas les relations entre les espèces. Et Jin, sarcastique comme toujours, fait remarquer qu'elle avait parlé à chaque animal individuellement, ce qui était en pratique une sorte de relation entre espèces. En réalisant cela, Miki est si heureuse qu'elle enlève tous ses vêtements, y compris ses sous-vêtements. Jin tente désespérément de la couvrir, mais les filles entrent dans la chambre et sont choquées par la scène. Plus tard, Miki s'excuse auprès des filles d'avoir causé tant de problèmes. Et elles lui disent que tout va bien si elle aime vraiment être nue. Miki accepte et en profite pour demander une faveur. Elle exige que tout le monde se déshabille aussi. N'ayant pas le choix, elles finissent par céder. À ce moment-là, Meme remarque les machines à traire dans le dortoir, et en attrape rapidement une pour la tirer vers elle afin de se sentir réconfortée. Pendant ce temps, une fille étrange nommée Annie arrive à l'école avec un tas de viande. Elle déclare qu'elle cherchait des humains, lorsqu'elle rencontre le directeur pour discuter de son inscription. Celui-ci lui répond que c'est le moment idéal, car le festival annuel de l'école approche. Quand Annie demande où se trouvent les humains de l'académie, il mentionne Jin et Hitomi, tous deux membres du club de cuisine. Annie se dirige vers le club de cuisine lorsqu'elle tombe sur Jin et Anka, poursuivie par toute une meute de chiens excités par les phéromones de la louve. Sans hésiter, elle se met en travers de leur chemin et affronte les animaux, les dispersant. Annie arrive ensuite au club et demande à le rejoindre. Tout le monde est choqué lorsqu'elle révèle qu'elle est également humaine. Hitomi, émue, lui prend la main et lui dit qu'elle est heureuse, car elle n'avait jamais rencontré d'autres filles humaines. Curieuse, Annie demande si ce sont tous les membres du club. Et Hitomi explique qu'il y en avait deux autres. Mais elle ajoute que Anka était en pleine période de chaleur et qu'elle aurait dû rester au repos jusqu'à la fin de son cycle. Mais qu'elle avait décidé de répandre ses phéromones dans toute l'école. Ces phéromones ont attiré une foule de chiens. Pour s'échapper, elle a couru après Jin.
le transformant en bouclier vivant. Annie réalise alors que l'humain qu'elle avait vu auparavant était Jin. Elle rassure le groupe, leur garantissant qu'elle s'est déjà occupée des poursuivants. Et, pendant ce temps, Jin et Anka parviennent à semer les chiens et cherchent un endroit où se cacher. Le garçon est appelé à l'intérieur d'un hangar étrange. Mais, en entrant, il découvre qu'il s'agit de son admiratrice girafe. Et l'animal tente de le convaincre de parler d'amour au lit, tandis que sa sœur le supplie de profiter du moment. Et Jin s'enfuit à nouveau, terrifié. La girafe folle l'a vu, mais enfin, épuisé, il arrive dans la chambre de Anka et enlève sa veste à cause de la chaleur. Mais comme la louve était toujours en chaleur, elle lui saute dessus, pleurnichant et implorant son attention. Et, au club, les filles commencent à se demander si Jin et Anka sont en train de faire des bébés. Hitomi, gênée, Ni et Meme, curieuse, commentent qu'elle ne comprenait pas comment fonctionnait la chaleur, car les pandas étaient si mauvais en matière d'accouplement qu'ils avaient même besoin de tutoriels pour y parvenir. Dans la chambre, Anka demande sans cesse à Jin de faire des choses avec elle. Mais Jin perd patience et la repousse de toutes ses forces, la laissant se demander s'il la détestait. Sans réfléchir, il lui répond qu'il la déteste. Il ajoute qu'il déteste tous les animaux, avant de la laisser seule dans la chambre en pleurs. Pendant ce temps, au club, le groupe prépare plusieurs plats savoureux. Mais Annie dévore tout et, en quelques secondes, regrette qu'il n'y ait plus rien à manger. Komori suggère d'organiser un buffet pour le festival scolaire et tout le monde est d'accord. Peu après, Jin revient, en voyant la nouvelle membre, demande qui est le nouvel animal. Hitomi la présente comme une autre humaine et le garçon change immédiatement d'attitude, traitant Annie avec une extrême gentillesse. Hitomi propose de fermer le club plus tôt pour nettoyer et Jin se propose de faire la vaisselle. Mais tandis qu'il frotte les assiettes, il se souvient de l'expression triste de Anka et les lave avec colère, comme s'il s'agissait d'une dette à payer. Après le cours, Annie s'approche de Jin et lui dit qu'elle s'intéresse beaucoup à lui. Le garant comprend mal et répond qu'il ne pourrait pas lui rendre l'appareil car Hitomi est unique pour lui. Annie est furieuse, car ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, et plus tard, Hitomi invite Annie à passer du temps ensemble. La nouvelle fille trouve que c'est parfait pour mettre son plan à exécution et elles vont ensemble aux sources thermales. Hitomi essaie d'engager la conversation en posant plusieurs questions, mais Annie ne pense qu'à la nourriture et plus précisément à la viande. Et, soudain, son estomac gargouille bruyamment et elle s'évanouit dans l'eau. Hitomi l'emmène dans sa chambre et lui sert même de la viande pour qu'elle reprenne des forces. Et, lorsqu'elle se rend compte qu'il est tard, elle suggère à Annie de passer la nuit là. Et, pendant la nuit, Annie demande à Hitomi pourquoi elle est si gentille. La jeune fille répond qu'elle voulait qu'elle soit amie et lui souhaite bonne nuit. Touchée, Annie commence à penser que les humains sont peut-être plus complexes qu'elle ne l'imaginait. Mais elle décide aussitôt que la meilleure façon de mener ses recherches serait de commencer par comprendre ce qu'elle avait ressenti en touchant la poitrine d'Hitomi. Pendant ce temps, Anka est encore bouleversée par les paroles dures de Jin. Mais, en voyant sa veste tomber par terre, elle ne peut résister et court vers elle pour en humer l'odeur. Plus tard, lors d'une promenade, Luba remarque un chien qui essaie de voler de la nourriture dans un distributeur automatique. Et, avant d'être vue, elle se cache, mais elle est rapidement envahie par une odeur irrésistible. En suivant la trace, elle trouve Annie en train de faire cuire de la viande et la jeune fille en offre un morceau à Anka. Les deux s'assoient pour discuter et Anka finit par avouer que Jin la détestait. Mais Annie lui répond froidement qu'elle devrait renoncer à lui, affirmant que les humains sont des menteurs et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Elle ajoute que de nombreux animaux ont déjà disparu à cause des humains. Et Anka insiste cependant sur le fait que Jin n'était pas comme ça. Déterminée à le confronter, elle lui demande directement pourquoi il la détestait. Et Annie pense en silence que Luba se faisait des illusions. Mais elle espérait tout de même que ce plan servirait à affaiblir les liens entre les humains du club. Le lendemain, Anka interroge Jin, lui disant qu'elle croyait qu'il n'était pas un de ces menteurs cruels. Mais Jin, impatient, affirme que c'était exactement le cas, et qu'elle ne devrait croire aucun de ses mots. Anka est déconcertée par cette réponse jusqu'à ce que Hitomi lui chuchote que Jin mentait. Prise d'une joie intense, Anka saute sur Jin et commence à le lécher sans arrêt. Mei les regarde et les sent faire des petits. Et, à ce moment-là, Hitomi aperçoit Annie à l'extérieur et l'invite à entrer. Mais Anka court la première, lui saute dessus et commence à la lécher aussi, déclarant qu'elle voulait qu'elle fasse partie de sa meute. Annie feint la surprise et dit qu'elle a quelque chose d'urgent à régler, promettant de revenir à temps pour le festival. De retour dans sa véritable académie, Annie trouve un groupe d'animaux cachés. Il lui rappelle que les humains sont les ennemis jurés de l'Alliance des espèces éteintes. Et le chef apparaît et demande s'il serait possible de mener les humains à l'extinction. Annie répond qu'il y avait une chance réelle, et quelques jours plus tard, le festival scolaire arrive. Les animaux installent plusieurs stands avec des jeux et des attractions. Et Mickey, soulagée, se réjouit de voir tout le monde s'amuser de manière saine, jusqu'à ce qu'elle remarque une attraction bizarre, où des vaches offraient l'expérience d'être traites. Pendant ce temps, King est là, perdant tout le temps à un jeu de tir, accumulant seulement des boules goodies. Il se rend compte qu'il n'aurait pas dû laisser tout le travail au lion. Et au club de cuisine,
tout le monde travaille dur pour préparer le buffet. Et Jin prévoit de profiter du moment pour impressionner Hitomi en montrant son talent dans chaque détail. Soudain, Komori entre en transportant des ingrédients suspects, presque dangereux, et tout le monde est tendu, en danger. À ce moment-là, Annie arrive et est accueillie avec enthousiasme par Hitomi et Ranka, qui l'invitent à les aider. Annie accepte, mais seulement si tout le monde est d'accord. Ranka regarde Jin et lui demande s'il est d'accord. Convaincu qu'Annie s'intéresse à lui, il accepte avec le sourire, sans imaginer qu'en réalité, elle le désirait instinctivement. Peu après, Lena arrive pour aider Hitomi et demande qui est la fille pâle. Et Annie se sent menacée. Les deux filles échangent des regards provocateurs. Mais Hitomi, inquiète, intervient pour calmer les esprits, tous les ingrédients étant prêts. Le restaurant ouvre enfin ses portes. Une foule d'animaux fait la queue pour goûter les plats, tandis que Jin fait de son mieux pour servir les plats à temps. Le succès est immédiat et tout le monde est émerveillé par les saveurs. Au milieu de l'agitation, Mimi dévore sans arrêt des boulettes de panda, tandis que Miu fait de son mieux pour la servir, avant de s'écrouler une nouvelle fois d'épuisement. Jin apparaît et ordonne à Annie de se mettre au travail, la menaçant de la faire travailler. Il nourrirait les clients affamés. Pendant ce temps, Lena essaie de servir quelques tigres lorsqu'ils se plaignent du retard. Elle perd patience et les expulse de la salle, leur faisant clairement comprendre qu'elle n'accepte pas les plaintes. Bientôt, le restaurant se retrouve à court de nourriture et Hitomi, soulagé par les efforts de tous, embrasse Annie pour la remercier et Anka se joint à elle sans y être invitée. Lena tente également de participer à l'étreinte, mais Annie s'écarte et n'enlace que Hitomi dans ses bras, ce qui éveille la colère de la louve. Après le service, Jin demande aux filles de nettoyer et de préparer les ingrédients pour le lendemain. Annie y voit l'occasion d'accompagner Hitomi et Lena demande à venir aussi. Mais Annie insiste sur le fait que ce n'est pas nécessaire. Yena proteste, disant qu'elle était plus proche de Hitomi, et Anna rétorque froidement, en lui rappelant qu'elle avait déjà pris son bain et dormi avec elle. Anka, percevant la tension, intervient et oblige les deux filles à se donner la main. Et Lena, méfiante, remarque quelque chose d'étrange chez Annie. Mais elle finit par accepter et Hitomi demande à Lena d'aller à la cafétéria à sa place. Et Yena finit par accepter, mais elle est désormais déterminée à surveiller Annie de près. Pendant ce temps, un groupe d'espèces éteintes apparaît, composé d'Atlas, Yang Yang, Ashima et Andro. Cependant, avant même d'arriver au festival, ils commencent à se disputer comme des idiots, révélant d'abord la raison pour laquelle ils ont disparu. En parallèle, Hitomi tente d'améliorer l'ambiance et demande à Annie de s'entendre avec Lena, et lui offre même une barrette en lui disant qu'elle lui ira à ravir. À ce moment-là, Annie révèle qu'elle a ressenti quelque chose de différent en elle, depuis la nuit qu'elle a passée avec Hitomi. La jeune fille humaine sourit et répond qu'elle comprend. C'était le sentiment de bonheur qui venait en riant et en partageant des moments avec les autres. Hitomi la prend dans ses bras et lui assure qu'elle n'est plus seule. Puis elle met la barrette dans ses cheveux, déclarant qu'elles étaient désormais égales, mais Annie interprète tout de travers. Elle pense que Hitomi dit cela uniquement parce qu'elle croit qu'elle est humaine. En colère, Annie frappe Hitomi dans le dos et la laisse inconsciente. Alors qu'elle tente de la porter, Lena apparaît, la confronte et l'accuse de ne pas être vraiment humaine. Pendant ce temps, Andrew erre dans le festival à la recherche d'humains, mais il ne sait pas les reconnaître, car il n'en a jamais vu. Il trouve Annie Mitsu et lui demande si elle est humaine, menaçant de la couper en deux. Et la petite Tishugo appelle Feral, qui apparaît immédiatement pour protéger sa sœur. Andrew tente de mentir, mais Annie Mitsu le dénonce immédiatement, ce qui pousse Feral à le projeter jusqu'à la lune d'un seul coup. Au club, Komori montre aux filles qu'elle préparait quelque chose de spécial, à partir de restes de lapins récupérés. Mais lorsqu'elle ouvre la casserole contenant les déchets toxiques de Tchernobyl, Miyubi meurt instantanément. À ce moment-là, Yang Yang apparaît et dit que le mélange a l'air délicieux. Komori, enthousiaste, propose de la servir, et les restes sont servis. Yang Yang croit alors que son plan de ceinture mare fonctionne. Elle dévore le mélange, car son espèce de dauphin n'avait pas cette particularité et ne percevait pas le poison. Pour elle, c'était le repas le plus savoureux de sa vie. Pendant ce temps, Jin cherchait Annie et Hitomi, pensant qu'elles se disputaient à son sujet. Dans son imagination, la dispute se transforme en une scène sans vêtements et sans violence, juste une rivalité amoureuse. Soudain, Atlas apparaît et attrape Jin, le traitant d'imbécile pour avoir abandonné sa fierté. Le lion de Berberia révèle que son espèce a été exterminée par les humains et qu'il ne souhaite désormais que se venger. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, King apparaît et le sauve, utilisant même son crâne chauve comme arme. King déclare qu'il ne laissera jamais personne faire du mal à son sauveur. Atlas, furieux, le traite de honte pour tous les lions et le frappe violemment, le projetant au loin. Lorsque Shirou court vers lui, Atlas l'insulte pour s'être lié d'amitié avec Mipala et le traite de lion pathétique. En voyant Shirou se faire agresser, King se met en colère et commence à libérer toute sa puissance, récupérant instantanément sa crinière dans un mode suppressé à Dino. Il fonce sur Atlas et le repousse, et Atlas, surpris,
demande pourquoi le roi est resté chauve s'il avait tant de pouvoir. Le lion répond fermement que tout cela était par amour, mais Atlas rit et promet de lui montrer la véritable haine d'une espèce instinctive. À ce moment-là, Jin interrompt l'attention et révèle que l'espèce d'Atlas n'était pas vraiment instinctive. Atlas est ravi d'apprendre que son espèce existe toujours, mais le King ne pardonne pas son arrogance et le frappe jusqu'à le faire saigner. Avant de battre en retraite, Atlas révèle qu'Annie avait probablement emmené Hitomi rejoindre le reste de ses compagnons instinctifs. Pendant ce temps, Yang Yang termine son repas bizarre et émouvant. Elle dit avoir enfin trouvé une raison de vivre à nouveau. Elle remercie Komori de l'avoir aidé à se souvenir de quelque chose de précieux, mais lorsqu'elle lui demande de quoi il s'agissait exactement, Komori lui explique que cela venait des lapins, qui étaient heureux que quelqu'un accepte enfin leur biologie désagréable. Elle révèle également que les lapins produisaient les meilleurs excréments de la nature. En entendant cela, Yang Yang tombe immédiatement dans le coma. De son côté, Ashima se distrait en visitant tous les stands du festival et oublie complètement la raison pour laquelle il est venu. Pendant ce temps, Annie parvient à vaincre Lena, qui s'apprête déjà à partir lorsque Yena, bien que blessée, la confronte, lui demandant comment elle pouvait se moquer de la souffrance de Hitomi et si tout cela n'était pas qu'une comédie pour tromper son amie. Annie répond froidement que Lena ne comprendrait jamais la douleur d'une espèce menacée d'extinction et s'apprête à l'attaquer. Cette fois, Lena réagit rapidement, la saisissant avec ses mâchoires extrêmement puissantes, récupérant ainsi une partie de sa défense. À ce moment-là, Anka semble exiger de savoir ce qui se passe et Lena lui explique la situation. Mais Luba refuse de la croire, affirmant qu'Annie a une odeur trop triste pour être une menteuse. Anka demande à Annie d'abandonner son plan et de devenir amie, mais soudain, une voix grave résonne dans leur tête et le sol se met à trembler. C'est alors qu'apparaît la voix finale, celle d'une petite fille mammouth appelée Man. Man ordonne à Annie de capturer les humains et Anka tente d'intervenir, rappelant qu'elle était la chef d'Annie. Mais Man révèle qu'elle était en fait la chef du groupe et Annie le confirme devant tout le monde. À ce moment-là, Jin apparaît en courant aux côtés de King et Shino. En regardant attentivement Annie, Jin se rend compte qu'elle n'était pas seulement une humaine, mais une néandertalienne. Descendante d'une lignée instinctive qui, après avoir perdu la lutte évolutive contre les humains modernes, a fini par disparaître. Anka tente d'expliquer à Jin qui était Man, mais lorsque le garçon la traite de petite, Mamut se met en colère et soulève King d'une main et Lena de l'autre, les écrasant tous les deux contre le sol. Jin panique, mais Anka se jette devant lui, prête à le protéger comme sa patronne. Désespéré, Jin se rend compte qu'il n'y a aucune chance de la vaincre, alors il décide de gagner du temps et suggère de déplacer le combat dans un ring de boxe. Quel protagoniste intelligent, la fille est un char d'assaut, mais emmenons-la dans un combat de boxe, ça va sûrement bien se passer. Mais continuons, si Man parvenait à vaincre Anka, elle pourrait faire ce qu'elle voulait. Elle finit par rejeter la proposition immédiatement, alors Jin prend des boules de Gudo et de Shinu et les répand sur le sol, effrayant Mamut. Comme les éléphants détestent se blesser aux pieds, Man s'accroupit pour les ramasser, mais Jin lui montre qu'il en a encore d'autres, la forçant à accepter le défi. Il rappelle également que son équipe avait un otage, ce qui augmentait ses chances, et Man accepte à contre-cœur d'affronter Anka. Plus tard, tous les élèves se rassemblent autour du ring improvisé, Kuro assumant le rôle d'arbitre, ce qui ne surprend personne. Alors que la tension monte, Jin explique à Anka qu'il a choisi la boxe parce que Man semblait lente, mais il lui assure qu'ils peuvent tout annuler si elle préfère. La louve refuse cependant et déclare qu'elle protégerait son alcanté jusqu'au bout. Jin lui conseille alors d'utiliser sa vitesse pour déstabiliser son adversaire. D'autre part, Hitomi tente de convaincre Man d'arrêter la guerre, mais Mamut rétorque que ce sont les humains qui ont commencé. Quand Anne demande pourquoi elles sont habillées de manière étrange, Man explique que c'était une exigence de Kangaroo, qui avait prêté le ring pour le combat. À ce moment-là, Anne se souvient de la première fois où elle a rencontré Man, alors qu'elle faisait cuire de la viande toute seule, et après cette rencontre, elles ont commencé à se voir fréquemment. Man lui a même demandé un jour pourquoi les Néandertaliens avaient disparu. Anne a blâmé les humains et Man, solitaire, a compris sa douleur et c'est là qu'elle lui a demandé si elle voulait rejoindre son groupe pour exterminer les humains une fois pour toutes. Anne a fini par accepter et ensemble, elles ont recruté d'autres animaux partageant les mêmes objectifs. De retour dans le présent, Man et Anka se dirigent vers le gymnase, et Feral apparaît, suggérant à Jin de troquer Anka contre elle. Mais la louve refuse, affirmant qu'elle ne quitterait jamais son groupe. Jin, réalisant que Feral s'énervait uniquement par fierté, lui demande de se taire et de se contenter d'observer. Touché par cette demande, Feral change d'attitude et commence à encourager sa sœur. Le combat commence alors et Anka tente d'utiliser sa vitesse et court en cercle autour de Man. À chaque coup de Mamut, le ring se déforme sous l'impact et Loba commence à craindre que si elle était vraiment touchée, elle ne résisterait pas. Acculée, Anka entend les cris de tout le monde qui lui disent quoi faire, mais elle finit par être confuse et reçoit un coup précis dès le premier round. À la mi-temps, Jin analyse la situation et se rend compte que Man avait beaucoup de force, mais pas autant de résistance, et elle conseille à Anka de ne pas entrer en confrontation directe.
En même temps, Jin provoque également Man en l'avertissant que poursuivre aveuglément son adversaire serait sa perte. Le deuxième round commence avec les filles tenant des panneaux de ring dans des tenues très douteuses. La tenue de Hitomi est si voyante que Jin s'évanouit sous le choc visuel. Avant de reprendre le combat, Hitomi insiste sur le fait qu'il y a encore de l'espoir car elles sont toutes devenues amies, mais Annie rétorque qu'elle changerait d'avis dès qu'elle connaîtrait la vérité. Hitomi, cependant, répond calmement qu'elle savait déjà qu'Annie était une Annie Néandertal et que cela ne changeait rien au fait qu'elle était toujours Annie. De retour sur le ring, Anka essaie de rester à l'écart, mais Man la provoque en la traitant de fausse leader parce qu'elle ne fait que fuir. Lorsque la mammouth lui dit qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie chef, Anka se laisse provoquer et se jette sur elle, mais elle est projetée hors du ring. Elle parvient de justesse à se relever avant le compte final, et pendant la nouvelle pause, Annie tente de convaincre Man de mettre fin au combat. Pensant que Hitomi a influencé ses pensées, elle se souvient que les humains ne sont que des menteurs. Pendant ce temps, Jin pense suggérer à Anka d'abandonner, mais Loba assure qu'elle ne reculera pas. Le garçon la prend alors par les épaules, lui caresse doucement la tête et lui dit qu'il croit en elle. Ce simple geste suffit à redonner de l'énergie à Anka, qui entame le troisième round avec détermination. Man attaque la première et commence à montrer des signes de fatigue. Voyant une ouverture, Anka tente de contre-attaquer, mais tombe dans un piège et reçoit un coup direct à l'estomac, qui la projette une nouvelle fois hors du ring. Dans le public, Miyubi, bien qu'affaiblie, l'encourage à ne pas abandonner. Toute l'école se met à crier le nom de Anka, et inspirée, elle se relève et retourne sur le ring avec détermination. Man tente d'en finir avec une seule attaque finale, mais Anka commence à esquiver sans cesse, épuisant son adversaire. Au milieu des esquives, Loba insiste sur le fait que Man n'avait pas besoin de se battre de cette façon, mais la mammouth répond qu'elles étaient amies précisément parce qu'elles partageaient la même haine pour les humains. À ce moment-là, Annie déclare qu'elle ne veut plus faire partie de ce groupe et qu'elle ne sera plus l'amie de Man. Anka profite de l'occasion pour dire à Man qu'elle a échoué en tant que leader, puis réussit à lui asséner un coup décisif. Bien que l'impact physique ne soit pas suffisant pour mettre une multi à terre, le coup émotionnel est trop fort et la déstabilise et la désoriente. Elle tombe à genoux et reste immobile suffisamment longtemps pour le décompte final. Anka est déclaré vainqueur du combat. Après la victoire, Hitomi s'approche de Man et lui propose de soigner ses blessures. Elle lui dit que le combat est terminé et qu'elles n'ont plus besoin d'être ennemies. La jeune humaine explique que les humains ont aussi un côté gentil et que c'est précisément pour cette raison qu'elle a choisi d'être dans la même meute que Anka. La louve, cependant, se souvient qu'il y avait une trahison à régler. Sans hésiter, Anka expulse Annie de sa meute pour l'avoir trompée. Annie, essayant de cacher sa déception, profite de l'occasion pour demander si elle peut retourner dans sa véritable meute, mais Man, toujours en colère, estime qu'ils ont perdu leur objectif commun qui était de haïr les humains. À ce moment-là, Jin intervient et explique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un ennemi pour maintenir la cohésion du groupe, il suffit de vouloir être amis. Les paroles de Jin émeuvent Man qui, les larmes aux yeux, se jette dans les bras d'Annie et accepte son offre de recommencer à zéro. Soudain, Ashima apparaît, déterminé à venger la défaite de sa chef. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, il glisse sur une bille oubliée par terre et finit par être à nouveau anéanti. Jin regarde alors Anka et lui dit que, cette fois, elle avait vraiment l'air d'une véritable leader. Fière, la louve saute sur lui et commence à le lécher sans arrêt. Contrairement aux autres fois, Jin n'essaie pas de résister, car Anka lui a offert une vue magnifique et le costume audacieux de Hitomi est encore frais dans sa mémoire. Plus tard, les espèces éteintes décident de rejoindre le club de cuisine, non plus en tant qu'ennemis, mais en tant que compagnons prêts à laisser la haine derrière eux. Annie, repentante, s'excuse auprès d'Hitomi, mais la jeune fille humaine sourit et répond que toute différence peut être surmontée, quelle que soit l'espèce. C'est pourquoi elle souhaitait maintenir leur amitié à l'avenir, et Lena, comme toujours, apparaît de nulle part et vole l'étreinte d'Annie, transformant la scène en un moment chaotique et indésirable. À la fin, le groupe d'espèces éteintes fait ses adieux au groupe, déclarant fièrement qu'ils continueraient à faire partie de leur propre académie, la 7 ans. De retour au club, Anka recommence à fantasmer sur Jin comme son mari et l'attaque avec un déluge d'amour lupin. Mais l'ambiance est interrompue lorsque King apparaît tout déchiré, couvert d'égratignures et d'échymoses, et apporte d'autres nouvelles. Un nouveau problème se profilait au sein de l'académie rivale. Et c'est ainsi que se termine notre anime. Cet anime est très divertissant, très drôle, et c'était vraiment très agréable de le suivre à l'époque de sa sortie. Malheureusement, il n'y a pas de deuxième saison, et il n'y en aura probablement pas, mais je vous recommande vivement de lire le manga, qui est très drôle. Enfin, c'était la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Commentez ci-dessous pour nous aider, et c'est tout, à plus, merci, salut.